Salut les crinqués. L'une d'entre elles peut signifier une disparition mystérieuse. L'une d'entre elles peut signifier une mort imminente. L'une d'entre elles, c'est un endroit où se prend des décisions militaires. Dans une autre, ont lieu des combats ultimes. Et parfois, nous en lançons pour influencer notre destinée. Épisode 205. Nous parlons des formes géométriques. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. C'est l'épisode 205. J'ai l'impression qu'il s'est passé une éternité depuis l'épisode 204. Ouais. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Hello. Et salut, Red de Gamer. Ah, dérange-moi pas. On est là toutes les quatre. Es-tu en forme? Ben, comme on disait. On répète pas ça, là. OK. Ben oui, mais je suis un animateur de radio. Bon, ben- Crier êtes-vous en forme, ça fait partie de la job, ça. Sphérique, c'est être en forme. Oui. Parfait, je suis en forme. Puis on se dirige vers le temps des fêtes. Oui. Mon combat est déjà perdu, moi. Ouais, hein. Je sais que je vais sphérer. Moi, j'ai baissé les bras, mais là, je me suis dit, hey, le gros, tu t'en vas en voyage, là. On parle de formes géométriques aujourd'hui pour l'épisode 205 du podcast des crinqués. Des fois qu'il y a des gens qui nous découvrent pour la première fois, on prend un thème et on explore sa place dans la culture pop. Des formes géométriques, il y en a partout. Il y a une affaire, Sylvain, avant qu'on parte sur le sujet, là. Mhm. Avec ce que tu viens de dire, faut aussi dire qu'on se prend pas au sérieux avec ça non plus. Non, On n'a pas la prétention de tout savoir. non, pas du tout. Non, mais on veut faire découvrir l'étendue. Yeah. Et en tout cas, on essaie de juste gratter le sommet de l'iceberg. Puis on prend des Belle thèmes naïveté. que les autres podcasts ne prennent pas souvent non plus. Là. Non. T'sais, on essaie d'aller dans des sentiers inconnus. On va dire. Un sentier qui arrive direct du champ gauche. Ouais, souvent, ouais. Donc, c'est ça, les formes géométriques. Joël, ça t'inspire quoi? Ben, écoute, tu le disais, des formes géométriques, on en trouve absolument partout. Il y en a dans la nature. On peut penser aux coquillages, aux cristaux, les alvéoles des abeilles. La nature fait très bien les choses pour ça. Et puis, l'homme est aussi fasciné par ces trucs qu'il voit dans la nature. Il tente de les reproduire. Fait qu'on peut penser aux pyramides égyptiennes. On peut penser la construction, l'architecture, les cathédrales, les arches, les vitraux et tout ça. On retrouve beaucoup de géométrie là-dedans. Et puis, aujourd'hui, de nos jours, ben, on la retrouve carrément partout dans notre quotidien, que ce soit dans l'alphabet qu'on utilise, dans les panneaux de signalisation quand on est sur la route. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent en tout temps autour de nous. Mais c'est ça, c'est un truc qui est tellement large. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup les mathématiques. Mais mon cerveau, lui, il aime moins ça. OK. Il trouve ça un peu compliqué. OK, donc toi et ton cerveau, c'est deux. Oui, effectivement. Êtes-vous encore amis? Oui, on travaille sur notre relation, mais à date, ça va bien. Comme dirait ma fille, c'est amour-reine. Fait que je vais vous parler de quelques figures géométriques, mais le tout de façon très simple, Ouais. en essayant de pas trop rentrer dans les formules, les trucs complexes. C'est qu'en fait, vu que ça fascine vraiment beaucoup les hommes, on est passé d'un truc qui est strictement mathématique. Souvent, on a essayé de lui donner une signification plus spirituelle, symbolique. C'est beaucoup ancré dans les religions en général. Dans la sorcellerie aussi, on retrouve des formes. À la base, je voulais faire mon topo sur les sigils, qui sont des sceaux de protection qui sont dessinés avec des formes géométriques, entre autres. Mais j'ai décidé de vous parler de 3 de ces figures-là qui sont construites à partir de formes géométriques. La première, qui est très connue, c'est le pentagramme. Le pentagramme, ça représente les 5 éléments. En fait, c'est l'étoile qui est dessinée d'un seul trait. Fait que les pointes sont toutes égales,
elle représente les 5 éléments, le 5e étant l'esprit qui est placé tout en haut. Puis sur les autres branches, on a l'air, l'eau, la terre et le feu. Et dépendamment de comment qu'on va le placer, si on place la tête vers en haut ou la tête vers en bas, ben si on place la tête vers en haut, c'est qu'on priorise l'esprit par-dessus la matière. Puis si on fait le contraire, ben c'est la matière qui l'emporte sur l'esprit. Voilà. Fait qu'on en a un exemple ici sur la main de Red. Mais l'étoile entourée d'un cercle. Ça, c'est le pentacle. C'est à ne pas confondre le pentagramme et le pentacle. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que moi, je vois l'album de Motley Crue. Là. Oui, le pentacle. Ou Venom. Oui. Le pentacle, lui, on ajoute un cercle. Je vais le dire souvent, là, fait qu'il faut que je l'aie. En fait, l'étoile est inscrite à l'intérieur d'un cercle. Fait que ça forme le symbole du pentacle. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique spirituelle ou dans la pratique de la sorcellerie, ce symbole-là est utilisé pour renforcer notre créativité. Fait qu'on a l'esprit qui est tout en haut, qui va être la source, qui va aller générer une intention. On tombe dans la branche du bas complètement, qui est celle du feu. Et puis, de cette intention-là, ben, on va commencer à y penser, à imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner. On remonte dans une des branches d'en haut, qui est celle de l'air. Puis, les émotions, qui est la branche opposée en face, vont nous faire vouloir la mettre en pratique. Et puis, finalement, on redescend dans la branche d'en bas, puis ça va créer un accomplissement. Fait que c'est quand on prend conscience de ce processus-là qu'on est capable de voir si on a des lacunes à un endroit ou l'autre. On est capable, avec une certaine pratique spirituelle, de travailler plus sur un certain point qui est manquant. Ou à l'inverse, si, par exemple, on est des personnes qui pensent trop, qui a de la difficulté à comme faire le tri dans toutes ses pensées, on peut accomplir ce qu'on appelle un bannissement. C'est qu'on va essayer de restreindre cette partie-là de notre processus en ayant tout le temps en tête les 4 autres aspects qui sont tous reliés. Puis, c'est une ligne qui est infinie. C'est une ligne qui est continue tout le temps. Fait que quand on arrive à la fin, à l'accomplissement, ben ce que ça fait, c'est que ça redonne du pouvoir en haut à l'esprit, puis l'esprit peut alors générer d'autres idées qui vont poursuivre le processus. Fait que c'est un symbole qui est quand même très fort pour ça. En alchimie, c'est les mêmes choses aussi qui ont été, pas qui ont été, mais on va dire ça comme ça, mais qui ont été utilisés aussi, les mêmes triangles avec des barrés, pas barrés. Puis, oui, c'est ça. Ça, on va en parler un petit peu plus dans notre prochaine forme. Mais un dernier petit truc intéressant à propos du pentagramme, c'est qu'il serait lié au nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une proportion dite parfaite pour plusieurs mathématiciens, puis personnes qui pratiquent les religions et tout. Et puis, ça fait en sorte qu'il existe une planète, la planète Vénus fait un parcours spécial qui est en forme de pentagramme. Parce que le pentagramme, son rapport entre les côtés du pentagone qui est à l'intérieur versus les pattes de chaque étoile, le ratio de ces parties-là se rapproche du nombre d'or. Puis la planète Vénus, quand on fait un cycle de 8 tours autour du Soleil sur la Terre, elle en fait 13. Puis le rapport 13-8 est aussi très proche du nombre d'or, ce qui fait en sorte que le tracé de Vénus dans le ciel forme un pentagramme. Fait que ça, c'est quand même un 13 truc. 13,8, ça donne quoi? En fait, c'est des divisions. Nombre de pattes. Ah oui, effectivement. Mais là, qu'on a l'air intelligent, là. On va pas partir dans la numérologie. Non. Non, c'est parce que je voulais faire des conneries qu'on s'en allait. Puis bref, c'est ça. Ça fait un peu partie des raisons qui font en sorte que ça fascine l'être humain quand on dit qu'on retrouve des formes vraiment partout. On en retrouve même dans le ciel. On va en venir aux éléments d'alchimie. Ça vient plutôt de l'hexagramme. L'hexagramme, qu'on connaît aussi sous le nom de l'étoile de David ou le sceau de Salomon, qui est en fait 2 triangles équilatéraux qui sont superposés. Oui.
Et puis, en fait, on retrouve dans ce symbole-là les symboles des 4 élémentaux. Fait qu'on a le triangle vers en bas pour l'eau, le triangle vers en bas avec une barre pour la terre, celui vers en haut avec une barre pour l'air et finalement le feu qui est le triangle vers en haut. C'est toutes les 4 formes qu'on retrouve dans cette figure-là. Fait que c'est pour ça qu'en alchimie, on voit cette étoile-là pour les 4 signes élémentaires. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la rencontre de 2 entités. Fait qu'il y en a qui vont voir ça comme l'homme et Dieu, il y en a qui vont voir le symbole de la femme et le symbole de l'homme. Mais ce qui est bon à retenir, c'est que c'est pas l'opposition des 2 choses, c'est la complémentarité des 2 choses. Ouais. C'est les 2 choses qui forment un tout. Puis c'est un symbole qui est, nous on le connaît surtout pour être un symbole juif, mais on le retrouve aussi dans la religion chrétienne, chez les musulmans également, et aussi en magie noire. Parce qu'à cause de ces 6 pointes, il y a 6 pointes, 6 angles et 6 côtés, ce qui forme le chiffre 666. Fait que c'est pour ça que c'est un symbole qu'on peut retrouver aussi dans la pratique de magie. Mm-hmm. Là, j'ai pensé à Motley Crue tantôt. Là, je pense à Iron Maiden. Puis, une forme qui est un peu dérivée de cet hexagone, cet hexagramme-là, c'est le cube de Métatron. Métatron... Oh, je connais pas. C'est un Decepticon. OK. Non. Okay. Non. Métatron, c'est un archange, en fait, bon. qu'on retrouve, entre autres, dans la religion juive. Et c'est une figure de géométrie sacrée qui est composée de 13 cercles. Fait qu'on va retrouver 6 cercles sur l'extérieur. Il va y avoir 6 autres cercles à l'intérieur et finalement un au centre, ce qui en forme 13. Puis quand on relie le centre de chacun de ces cercles-là à tous les autres, on va former une multitude de figures géométriques. On va retrouver des hexagrammes, entre autres, des hexagones, des losanges, des triangles, à pu savoir quoi en faire. Exact. Puis d'ailleurs, le triangle, je l'ai pas inclus dans mes trucs, mais c'est une forme qui est hyper puissante parce que, à cause de sa force physique qu'elle a, aussi parce qu'elle nous permet de calculer absolument tout. On peut calculer la position de quelqu'un. Comme moi, dans mon domaine, en fabrication mécanique, on peut calculer à peu près n'importe quoi sur une pièce, les déplacements des outils. Bref, c'est une figure qui est hyper polyvalente pour tout. Puis on en retrouve plusieurs dans ce cube de Métatron-là. Mais on voit aussi des formes 3D surgir de cette figure-là, tellement qu'il y a de lignes qui apparaissent. Puis, on les appelle les 5 solides de Platon. Je vais vous épargner les noms mathématiques parce que c'est pas ma force, mais je vais vous parler en langage qu'on connaît un peu plus. Fait qu'on va retrouver des D4, on va retrouver un D6, un D8, un D12 et un D20. Fait que quand on la regarde sous certains angles, on est capable de voir ces formes-là apparaître dans l'illustration. Mais dans tout, tu déconnais, là, puis on disait qu'on n'irait pas dans la numérologie, sauf que c'est utilisé dans la numérologie à cause de tout ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis en alchimie aussi, cette forme-là est surutilisée. Puis pour souvent aller sortir des ronds que tu parlais, là, qui sont agencés, pour aller chercher genre des potions, pas des potions, mais des agencements alchimiques. Mm-hmm. Fait que c'est de même que ça aurait dû marcher si vraiment ça aurait marché. Là. Mm-hmm. Oui, puis c'est pour ça que numérologie puis figures géométriques sont extrêmement liées parce que les figures géométriques, c'est des mathématiques, mais on peut y voir la beauté à l'intérieur de ça. On parle du cube de Métatron, c'est un exemple de truc qui est très joli, mais aussi ça appelle au mystique, à l'occulte, à la spiritualité. Il y a plein d'autres formes géométriques, je pense entre autres au mandala, qui sont, on a ce qu'ils appellent les fleurs de vie ou les graines de vie, ces trucs-là, qui sont aussi utilisés avec des formes géométriques. Oui, bien, tu as tout, en tout cas dans la nature, ce que tu appelles le fractal aussi. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est le nombre d'or, je crois. Le fractal, c'est
la spirale à l'infini. Fait que c'est là qu'on voit que ça a inspiré beaucoup de gens. Puis il y a des gens que ils ont eu besoin de la spiritualité pour comprendre les mathématiques. Puis il y a eu des gens qui ont eu besoin des mathématiques pour comprendre leur spiritualité. Puis Platon aurait dit « Dieu toujours fait de la géométrie ». Lui, il étudiait les mathématiques, puis il voyait la géométrie comme une manifestation de Dieu. Fait que c'est vraiment une preuve que la science peut fusionner, rencontrer l'occulte, le mystérieux et tout. Oui. Ben moi, quand tu parles de mathématiques et de formes géométriques, je vais aller à la base, à l'origine du geek, c'est-à-dire l'informaticien. Et moi, c'était les blocs logiques. Okay? Je ne sais pas si je suis peut-être plus vieux que vous autres, là, si ça a continué après, là, mais c'était genre un cercle vert plate. Il y en avait des épais, il y avait des carrés, il y avait des triangles. Et c'est qu'après, ça a été ma première expérience de base de données. Parce que là, après ça, le prof disait, mettez tout ensemble ce qui est rond, ce qui est plate, puis ce qui est jaune. Ou quelque chose du genre. Là. Donc, c'est une requête de base de données. Oui. Fait que c'est c'est ma première expérience avec des formes géométriques. J'en ai eu plein d'autres. Ah oui. J'aime bien les mathématiques. Mon cerveau trouve ça pas pire aussi. Ça sort. Okay, Toi, Marc, la géométrie, les formes géométriques dans la littérature. Avant de commencer, vous savez que je suis un expert en numérologie. Oui. Alors aujourd'hui, on est le 12 du 12 2025. Alors si on prend le 12 plus le 12, ça fait 24. Si on le rajoute à 2025, ça fait 2049. Blade Runner 2049. Voilà. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que voilà. J'étais pas... Ça date bien, mon histoire de 13-8 tantôt. Hein? Ça vient comme ça. Parfait, j'ai un don pour la numérologie. C'est ça. Quand on dit qu'on peut faire dire n'importe quoi au chiffre. Marc, sur le film 23, il saignait du nez à la fin. Oui, il est bien zen. Écoute, j'ai lancé cette idée-là il y a quelques mois. Puis j'ai oublié à un moment donné pourquoi. Puis je m'en suis rappelé parce que le cerveau est quand même un instrument qui est quand même extrêmement complexe. En fait, il y a quelques mois, j'ai fait une expérience. Un genre d'expérience que je pourrais appeler de la pornographie littéraire geek. Je me suis dit, je vais faire exactement comme Arthur C. Clarke puis Stanley Kubrick. Je vais écouter le film, je vais lire le livre, puis je vais écouter le livre en même temps. Fait que je me en même temps? Oui, exactement. Alors, j'ai fait tout ça dans moins de quelques semaines. Alors, j'ai écouté le film, j'ai lu le livre et je me suis tapé le roman audio de 2001, l'Odyssée de l'espace, bien entendu. Et là, ça m'est venu là, cette idée de forme géométrique-là, parce que l'univers, en tant que tel, est aussi un champion des formes géométriques. Je veux dire, c'est la précision de l'univers et c'est incroyable. Et c'est pas très sphérique aussi? Il y a de tout dans l'univers. Okay. C'est ça qui est incroyable. Puis, on comprend pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est tellement précis comme ça, mais c'est comme ça. Fait et puis, l'histoire de 2001, l'Odyssée de l'espace, commence avec ce fameux monolithe noir-là qui a des dimensions parfaites, qui est 1,4,9, 1 de profondeur, 4 de largeur et 9 qui est comme la perfection au niveau des mathématiques. Et puis là, je me suis dit, ça serait un bon sujet, les formes géométriques. Mais comment l'amener? Parce que, on pourrait parler d'un paquet de cogos complètement inutiles, genre le bouclier de Capitaine America. Mais c'est pas intéressant. Fait que je me suis dit, vu qu'il y a quand même eu quelques mois, ça m'a permis de réfléchir. Puis j'ai fait un genre de brainstorming, tempête d'idées, puis j'ai appelé ça quand les formes géométriques deviennent cosmiques. Alors, je me suis mis dans la tête d'essayer de trouver des idées puis des exemples, comment on va amener les formes géométriques pour décrypter ça, décrypter le cosmique là-dedans, puis comment que la géométrie peut devenir une géométrie qui est sacrée à l'intérieur de ça. Bon, c'est un peu, quand même, un peu assez touché, là. Tu sais, j'ai quand même travaillé fort. je vais quand même le dire, là. Puis je me suis dit, je vais
Pourquoi c'est si important que ça dans la littérature geek, dans les BD, dans le cinéma aussi, au niveau, mais tu sais, dans la création, là, pourquoi que le monolithe qui est parfait, qui représente la perfection est un peu comme l'allumeur de la conscience humaine dans l'imagination d'Arthur C. Clarke? Pourquoi on a un cube qui est tout simple, qui ouvre des portes vers l'enfer, qui est parti de l'imagination de Clive Barker? Pourquoi on a un Tesseract qui est capable de créer de l'énergie à l'infini? Pourquoi on va toujours vers ça? Pourquoi les auteurs et les autrices, les créateurs utilisent la forme géométrique comme un outil narratif? Qui peut représenter un paquet d'affaires. Ça peut représenter l'ordre, le chaos, l'infini, le paradoxe. C'est aussi une forme de technologie extraterrestre incroyable, parce que souvent, les extraterrestres qu'on rencontre, là, ils ont souvent tendance à faire tout parfait, tout rond, tout parfait, des sphères parfaites, un peu comme à la Michael Crichton, ça, je vais en revenir. Alors, je me suis dit, je vais remettre ça en trois grands thèmes. Le cube, bien entendu. Parce que je pense que le cube, c'est pas mal lui que nous, on connaît le plus, puis qu'on se rappelle le plus. Bon, j'ai déjà parlé du monolithe de 2001 de l'espace. C'est pas un cube, mais c'est un peu la même rigueur qu'un cube au niveau de la perfection. Et en fait, qu'est-ce que c'est le monolithe à l'intérieur de l'histoire? Ben, c'est un outil d'évolution. Dans le fond, c'est un outil qui permet aux extraterrestres, qui est une race qui un peu comme... qui est devenu énergie, ou qui est devenu énergie pure, qui peut se promener dans n'importe où, dans le temps. Ils n'ont pas de contraintes physiques, et c'est une géométrie qui est simple, froide. C'est bien entendu, ça représente la connaissance, la pureté, mais c'est aussi la transcendance de l'espèce humaine. Parce qu'on comprend qu'il y en a pas rien qu'un monolithe dans le roman, il y en a plusieurs, parce qu'il tente sa chance avec plusieurs personnes. Plusieurs êtres humains, à l'époque c'était des hommes singes, pour voir comment on peut les influencer. Puis on voit ça aussi qu'ils ont essayé de faire ça un peu sur plusieurs planètes. Donc un peu c'est comme des scientifiques qui testent leur façon d'essayer de faire évoluer l'univers. Fait que ça représente un peu la pureté, un peu comme le commencement. Tu sais, le cube, le monolithe, ça représente le commencement. Ça, j'en ai parlé, puis c'est important parce que Hellraiser, le cube, il est évolutif. Ouais. Tu sais, je veux dire, on a, à base, c'est un petit cube bien ordinaire, mais qui peut être transformé en pratiquement n'importe quelle forme. Ouais. Que ça soit un triangle, que ça soit une pyramide, que ça soit n'importe quoi. Il perd pas en volume, par exemple. Non, effectivement, parce que là, il y a un petit côté aussi magie à l'intérieur de ça, fait qu'on perd un peu le rationnel par rapport à ça. Bien que, bon, le rationnel dans 2001, on va se le dire aussi, là, c'est pas très rationnel non plus, là. C'est une race d'extraterrestres qui vit dans l'espace-temps, qui est capable d'influencer les gens. C'était un peu élevé. On a toujours dit que 2001, c'était de la hard SF. Oui, jusqu'à un certain point. Mais c'est quand même un peu poussé par il y a une twist, c'est ça. Oui, il y a une twist. C'est ça. Parce que la transcendance, on la voit dans plusieurs religions. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui aspirent à devenir des êtres lumineux. Bon, on rentre pas là-dedans. Puis, mon troisième exemple, je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, je finis ça avec ça, c'est le cube de l'horreur. Hein, je veux dire, c'est comment un objet simple, à l'origine, peut devenir si épeurant. Tu sais, il faut quand même être fort au niveau narratif, au niveau de création pour dire, moi, je vais faire un petit cube, là, je vais y mettre des petits signes bizarres, là, puis je vais le mettre en or, puis ça va ouvrir des portes de l'enfer, puis tout le monde va avoir la chienne de ça, puis je vais probablement créer un paquet de traumas à plein de personnes. Et ça a été le cas. Je veux dire, c'est fort, pareil, de prendre une simple forme géométrique comme ça, puis réussir à nous traumatiser, puis de dire qu'il y a des gens qui ont peur de le tenir. Comme moi, présentement, je le tiens dans les mains, puis je file pas bien. Je vais le mettre là. Je me dis, pas tard, peut-être que ça va marcher. T'sais, mais ça marche pas. Tu vas savoir ça tantôt, Marc. Mais c'est là que la raison rentre à l'intérieur de ça. Parce que même ta raison te dit, non, ça se peut pas. Attends un peu, Marc. Moi, je sais comment l'ouvrir, moi. Ouais, non, c'est correct. Puis, écoute, le troisième exemple, je pense que dans Marvel, dans DC, on en parle souvent du cube. On a le Tesseract, mais aussi on a la boîte mère dans DC, cette fameuse boîte au niveau de la technologie extraterrestre qui permet de faire une pouvoir cosmique. Exactement. DC. Alors, moi, je l'ai mis là-dedans. Je l'ai mis dans l'infini, le pouvoir cosmique, l'espace, des formes infinies de puissance, la structure aussi qu'on doit essayer de comprendre. Même chose avec le cube ici, hein. Puis même avec le monolithe, souvent, on va toujours essayer de comprendre pourquoi il y a ça.
Tu sais, on va arriver devant un monolithe, on va essayer de comprendre pourquoi il est là. T'sais, on n'est pas capable de se dire, il est là. Tu sais, au Kylan, on va trouver une roche à terre. Ouais, Elle forme triangulaire avec des symboles. On peut. Non, c'est sûrement pas la nature qui a mis ça là. Marc, prends ça d'un autre côté. Ce que ça représente, puis là, corrigez-moi si je suis dans le champ, mais ce que ça peut représenter, c'est qu'à travers d'un rumble, à travers d'une cacophonie de trucs naturels, genre autant des plantes que genre des roches que du sable et ainsi de suite, il y a un monolithe qui est de forme parfaite, qui a l'air d'avoir été taillé au laser, qui a comme pas à faire là. C'est là où c'est que ton esprit vient, ou même au même titre que le Tesseract ou que le cube des Cénobites, c'est la même affaire, c'est ton esprit a pas le choix de vouloir interagir avec ça, ne serait-ce que pour la curiosité. Oui. Pour essayer de voir à quoi ça sert. Mais ça reste rien qu'une forme géométrique bien ordinaire. C'est de là la puissance narrative de tout ça. Moi, la deuxième catégorie, c'est les cercles. Les sphères, les cercles. Moi, je pense que ça représente surtout une connexion. Tu sais, souvent, le cercle dans la littérature ou dans la bande dessinée, ça va être pour aller à quelque part. Un portail tridimensionnel pour aller d'un point à l'autre ou aller dans une autre dimension. Ça représente l'interconnectivité entre les différentes sphères ou les différents plans de notre existence. Je pense que le plus bel exemple, c'est Stargate. Là, je tombe un peu dans la télé. Ouais, c'est pas grave. Mais il y a quand même eu des trucs qui ont été faits de Stargate en livre. Mais je pense que Stargate, c'est un exemple de ça. Cette fameuse porte. Ces portes-là aussi ont été un peu copiées sur Warhammer 40 000 parce que les Eldar, leur symbole de porte, au niveau des tunnels interspatials, c'était des sphères aussi. Puis c'est un peu ça que l'empereur est en train de travailler dessus avant qu'il se fasse botter le cul par Horus. Puis ça a comme tombé dans l'oubli. Mais tu sais, Stargate, c'est un bel exemple facile à comprendre comment le cercle peut amener cette forme de perfection sphérique-là pour aller dans une autre dimension ou un autre monde. Puis ça, écoute, Stargate, c'est vraiment très, très bon. C'est une très bonne série, puis ça a très bien vieilli, à mon humble avis. Le roman Sphère. Michael Crichton, qui est l'auteur, entre autres, qu'on connaît tous pour Jurassic Park, mais ça a été quelqu'un qui a écrit beaucoup de science-fiction. Et la majorité de ses livres ont été adaptés au cinéma. Andromeda, entre autres, qui a été adapté, qui ont fait un genre de film complètement fucké sur un virus de l'espace. Écoute, c'est E1, si vous pouvez écouter ça. Et le roman Sphère. Sphère, qui est un genre de grosse boule. On va arriver avec une équipe qui va aller essayer de comprendre pourquoi qu'elle est là. Je me souviens bien, elle est dans le fond de l'océan dans le film. OK. Puis il essaie de voir c'est quoi. Oui, c'est ça, c'est quoi, sorti en 98. Exactement. Mais le roman, je n'ai pas la date du roman, là. Et puis, c'est une sphère qui, encore une fois, c'est la perfection. Hein, souvent, quand on va parler de forme géométrique, même le cube de Hellraiser, c'est toujours la perfection. Hein, ils n'ont jamais un petit poil de raté. Non, c'est comme parfait. Tu sais, les gens qui font ça, là, c'est comme ils sont méticuleux, là, vraiment. Là, cette sphère-là, elle est parfaite et elle va le représenter les peurs de tout l'équipage. Dans le fond, c'est quand tu rentres en contact avec elle, elle va jouer avec tes peurs, tout ça. Mais on se demande toujours aussi qui l'a mis là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? À quoi ça sert de nous faire peur comme ça? Donc, c'est très psychologique comme roman. Le film aussi, d'ailleurs, il est très psychologique. Il rentre dans la profondeur des personnages. Essayer de comprendre l'interaction entre les personnages. C'est un excellent film, mais c'est un excellent livre aussi. Michael Crichton, je vous le dis, dépassez Jurassic Park, là, vous allez trouver des petits bijoux de ce gars-là qui est malheureusement décédé beaucoup trop jeune. Puis, écoute, je fais un petit détour vers le manga parce que quand je parle de sphère, je parle à Dragon Ball. OK, moi j'en ai un autre. Ah oui, tu me le diras, mais tu sais, Dragon Ball, les fameuses boules dragons, les fameuses Dragon Ball, parce qu'en français, c'était des Dragon Boules. Dragon Ball. ZZZ. Avec Satan Petit Cœur. Mais c'est pas rien que ça. Je vous aime beaucoup, mais des fois, c'est plus dur, hein? J'en doute pas. L'auteur de Dragon Ball va utiliser beaucoup les sphères au niveau de ses pouvoirs, par exemple, comme le Kamehameha. C'est une sphère d'énergie incroyablement puissante. Le Genji Dama, qui est une sphère d'énergie où il va tout ramasser l'énergie des gens. Donc, tu sais, la sphère ici représente aussi
l'énergie vitale de plusieurs personnes ou cette capacité de concentrer l'énergie puis de l'utiliser à des biens, bien ou mal, là, parce que une Kamehameha, il peut être utilisé des deux côtés, là. Mais je trouve que c'est un bel exemple de comment on peut aussi enlever un petit peu le côté perfection, le côté un peu plus profond pour y aller un peu avec je te pitch des cercles de lumière dans la face pour t'arracher la tête. Dragon Ball, c'est un peu ça. Mais les boules dragon, c'est quand même assez incroyable. Tu peux faire n'importe quoi avec. Ouais. Mais ils ont beaucoup de limitations quand même. Tu sais, quand tu y penses au début, là, tu dis, tu peux te faire un vœu, mais je peux pas ressusciter quelqu'un qui est mort avant minuit, puis je peux pas non plus ressusciter quelqu'un qui est plus fort que moi. Puis ça fait comme c'est le syndrome de Superman. Ouais, ça. Quand on met quelque chose de trop puissant, on est obligé de créer des limitations. Exact. Fait que là, maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Genre, ben là, tu sais, je vais me commander une pizza, là. Mais dans les mangas... Oui, mais ça dépend à quelle heure. Oui, dans les mangas, probablement. Oui, exact. Dans les mangas, il y a Gantz. Oui. Où il meurt, ils le savent pas, il arrive dans une pièce, il y a une grosse sphère noire au centre. Oui. Qui leur donne des instructions. Mais même si c'est pas tout à fait une sphère, l'explosion dans Akira. Oui, ben oui. OK? Je veux dire, c'est pas un champignon nucléaire. Non. C'est une sphère. Une demi-sphère. Ouais. C'est une scène qui a marqué l'imaginaire de tous les Japonais. Je veux dire, il n'y a pas un Japonais qui ne connaît pas cette scène d'Akira-là. Parce que c'est une scène qui est relative à leur histoire à eux. Mm-hmm. Mais c'est aussi une scène qui amène toute l'histoire d'Akira. Puis c'est une scène qu'on ne comprend pas non plus. Je veux dire, on sait que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, mais c'est vague parce qu'ils n'en parlent pas. Mais dans le fond, c'est une façon de démontrer la peur que les Japonais avaient de cette arme atomique-là. Parce qu'on peut dire qu'eux autres, ils l'ont vécu là, de proche. Mm-hmm. Ils savent c'est quoi, là. Fait que oui, mais c'est une scène extraordinaire et le pouvoir d'Otomo, c'est de pouvoir dessiner et te foutre la chienne et te foutre l'angoisse en 1 page et demie puis te dire, t'as pas besoin de son, t'as pas besoin de dialogue, tu l'entends dans ta tête, tu le vis dans ta tête, tu sens le feu, tu sens tu sens toute la puissance narrative d'une simple forme géométrique, mais tellement maîtrisée par un auteur extraordinaire, c'est ça. Bizarrement, ce que Marc est en train d'expliquer là, ça a eu des conséquences inimaginables dans La Maison des Fous. Puis Marc puis moi, on l'a vécu même plusieurs fois parce que Akira, c'est un des films qui passait régulièrement dans La Maison des Fous. Puis cette passe-là, c'est une passe, ça puis quelques autres passes, là, mais cette passe-là, c'est une passe culte où quand ça arrivait, cette explosion-là, pour une raison que je m'explique pas, il n'y a plus un chat qui parlait dans la place. Ouais. Mm-hmm. Si t'étais dans le salon, plus personne qui parlait, on était tous focus là. Puis le monde qui était proche du salon, il savait que c'était Akira qui jouait. Tu l'entendais avec le son au début là, de la musique. Puis quand il y a dans le dessin animé aussi, c'est très bien fait. Ouais. Puis mon troisième thème, le triangle. Le triangle, ou ce qu'on peut dire de l'altérité cosmique, la pyramide, tout ce qui a rapport avec le triangle, l'ordre, l'ancien, le divin. Ça, j'ai 3 exemples extraordinaires. Le premier, c'est l'Incal, de Jodorowsky et de Moebius. Moebius, d'ailleurs, son nom, il vient de ce qu'on appelle un ruban de Moebius, qui est un ruban qui représente le paradoxe de l'infini. Il s'est toujours un peu défini comme ça parce qu'il n'y avait pas il n'était pas capable de se définir comme quelqu'un qui avait un thème en particulier, faisait n'importe quoi. Donc, pour lui, c'est un peu comme un ruban de Moebius, sa carrière. L'Incal, c'est une grosse... c'est de l'alchimie de bout à l'autre. Je veux dire, toutes les références alchimiques sont là. L'Incal, c'est une pyramide qui va se transformer en symbole alchimique qui représente l'Incal lumière, l'Incal noir, l'Incal lumière. C'est un chemin, c'est une structure universelle. C'est aussi une façon de John DeFoe, le personnage, de se rencontrer parce qu'un moment donné, il va se séparer dans les 5 éléments. Ben, les 4 plus 1, qui est l'éther, pour le 5e élément de chimie, alchimie, c'est certain là-dedans. C'est vraiment extraordinaire. Toute la symbolique des formes géométriques dans l'Incal, c'est tout basé sur ça. Puis Jodorowsky, il triple là-dessus, l'alchimie, tous les tarots, puis tout ça. Là. Fait qu'en plus, il est un peu taré aussi. Il en beurre épais, puis il en met épais. Là. Alors, c'est vraiment sublime. Puis le dessin de Moebius, c'est extraordinaire aussi. Alors, ça, c'est vraiment le summum. Écoute,
je me suis mis dans la tête, parce qu'il fallait que j'en parle, l'architecture non euclidienne de Lovecraft. OK. Oui. Les angles tordus, les constructions des Elder Things, toute la géométrie qui représente la folie dimensionnelle de l'univers de Lovecraft. OK. Les montagnes hallucinées avec les grandes tours. Écoute, ça pleut d'exemples. Les chiens de Tendalos qui sont capables de voyager seulement dans les coins. Ils s'amusent beaucoup avec ça, puis ça représente vraiment souvent une porte dimensionnelle, encore une fois, mais la folie dimensionnelle aussi. Ouais. Ils s'amusent énormément, Lovecraft, avec ça. Puis il nous fait imaginer des formes inimaginables. Exactement. Qui n'existent pas. Puis souvent, qu'est-ce qui n'existe pas? J'en connais des formes. Oui, puis c'est difficile de se rendre ça dans la tête parce que tu te dis, ça n'existe pas, comment je peux l'imaginer? C'est bien qu'on ait de la misère à se rentrer ça dans la tête. Exactement. J'en ai 2 derniers, après ça, j'arrête. OK, mais juste, tu parles d'architecture un peu, des angles un peu bizarres, là. Numéro bis, c'était pas pire aussi. Oui. Mais on n'est pas dans Lovecraft. Non. Là. Non, on n'est pas dans Lovecraft, mais on est pas On mal, n'était pas dans la géométrie parfaite. On n'était pas, non. Puis c'était. Mais il a quand même réussi à faire le palais. Bon, tu me diras que c'est Panoramix qui a fait les il y a plans, eu de l'aide un peu. mais bon, il était quand même pas si pire. Il y avait un bon fond. Oui, Je absolument. pensais qu'il y a rien que besoin un peu d'aide. Là. Oui, T'sais, d'être guidé. parce que son palais, à la fin, il est très beau. D'ailleurs, ils mettent les morceaux, ils mettent pas de mortier. Hein. Ils mettent comme les morceaux. Puis, pas mais besoin. Mais c'est tellement pesant. Ça tient avec la gravité. Ça tient avec la gravité. Hein. Le palais est très, très beau avant qu'il soit détruit et reconstruit par la suite. Oui. Écoute, la tour sombre, qui est un exemple extraordinaire de forme géométrique, qui est tenue par des genres de poutrelles, des poutres à l'intérieur de ça, et tous les chemins convergent cette fameuse tour-là. Et les poutres sont là pour un peu comme essayer de contenir la cohérence de l'imaginer, de la réalité du monde de Stephen King. En plus, c'est d'actualité. C'est vraiment extraordinaire, cette série de romans-là, La Tour Sombre. Très complexe. Faut vraiment s'y mettre dedans puis essayer de tout comprendre. C'est impossible. Puis, mais c'est incroyable. Tout l'univers qu'il a créé par rapport à ça, qui est interrelié avec toutes ces histoires, avec cette fameuse tour-là, qui est une forme géométrique, pas parfaite, mais elle est là. Puis elle est représentative de tout ce qui a rapport avec son monde. Et je termine avec la forme géométrique la plus reconnue de tous, parce qu'il fallait bien que j'en parle. L'anneau unique. Hein? Le bon vieux rond parfait fabriqué par Sauron de ses mains. C'est ses blanches mains. Je pense pas. Hein. Ses mains malveillantes. Je pense que c'est un exemple de forme. Là, on en parle de Tolkien, mais on pourrait en parler aussi dans la mythologie nordique, la mythologie grecque. Je veux dire, les anneaux, toutes ces formes-là géométriques. Je vais en avoir un plus pour toi tantôt. Parfait, ça, c'est excellent. Puis, mais c'est l'anneau unique, c'est comme l'objet rond le plus connu, je pense, de la littérature geek. Là. On veut tout le posséder ou pas. Ça dépend. Alors voilà. C'était mon petit truc de géométrie cosmique. Je voulais aller là-dedans pour essayer de m'enlever de toutes les affaires comme le marteau de Thor qui est un genre de cube. C'est trop facile, ça. Ouais. Mais ça aurait pu faire un très beau segment aussi. Sûrement. Dans le 2.0. Ah non, mais des chapitres de forme géométrique, on pourrait en faire quelques-uns. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des croix non plus. Non. Mais tantôt, tu parlais de sphères. Puis, on peut pas parler non plus de Lovecraft sans avoir parlé de Tolkien. Puis, c'est qui d'autre qu'on parle tout le temps? Chatham. Maxime Chatham. Maxime Chatham qui a fait un roman qui s'appelle Lux. Tu parlais tantôt du roman Sphère. On dirait une adaptation de ce roman-là ou sa vision de ce que pourrait être Sphère en plein milieu. T'sais, l'histoire, c'est... Je veux pas trop en dire. Allez le lire. Il y a une sphère qui arrive en plein milieu d'un océan quelque part. Allez voir. Fait que, mais c'est Découvrez c'est quoi. C'est ça. Il arrive des trucs en rapport à ça, mais c'est spécial. Tu sais, c'est spécial. Le roman, c'est pas dans quelque chose que je suis habitué de le voir. Ou que je suis habitué de le lire, plutôt, je devrais dire. Mais dans son dernier non plus, c'est 8.2, 8.4 secondes, quelque chose comme ça, là.
non plus. C'est Maxime Chatham, des fois, il s'en va dans des trucs où tu n'es pas habitué de le voir, mais Lux, c'en est un. Puis, on a aussi on aurait pu parler aussi de toutes les formes géométriques sur le corps, les tatous, la mafia russe, par exemple, les étoiles. D'ailleurs, le tatouage, qui est une forme de tatouage, pas le cubisme, je m'en allais dire ça, mais les formes géométriques, la géométrie, là, c'est un style de tatouage. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de bandes dessinées faites là-dessus, sur la mafia, l'importance de la géométrie au niveau des langages. De ces organisations criminelles-là, parce que c'est très important, parce qu'ils ont vraiment comme ça veut dire quelque chose. Pour eux, ça c'est très important. Puis nous, on a ça aussi avec les Hells Angels, par exemple. On a souvent des formes, on se demande pourquoi, ça a une représentation. Ouais. Fait, on a-tu déjà fait un podcast sur la symbologie? Non, jamais. Ça serait une bonne affaire. On pourrait parler on pourrait le marquer dans nos listes. Ben, ça sera probablement pas le prochain. Non. Puisque ce sera notre épisode de Noël, probablement. Voilà. Genre qu'on est à la veille de... Oui, on est proche. Ouais. On est pas mal proche. Il y en a partout. Les formes géométriques. Dans les romans, dans la BD, il y en a énormément. Puis c'était tellement une belle façon d'amener une histoire, un objet sacré, n'importe quoi. C'était un bon levier narratif. Oui. Quand même, hein. Quelque chose qui a de l'air tout innocent, exact. Qui a de l'air de rien, en fait, mais que tout peut découler de ça. Oui, absolument. Il y a une BD qui s'appelle Le fond du trou. OK. Où tu as un trou dans le milieu de la BD. Ah ouais? Tout le temps. Alors, tu lis ça, puis l'histoire se déroule autour du trou. Ah ouais. C'est Jean-Paul Ed, je crois, qui l'avait fait à l'époque. C'est pas pire comme concept. C'était un beau concept. Il y a vraiment un gros trou dans le milieu de la BD. Puis c'était intéressant. Tu sais, c'est ça, je te dis, il y a tellement d'idées, comme Joël dit. Là. Tu peux tout faire avec ça. Il n'y a aucune limite à ça. Puis il y en a beaucoup de formes géométriques. Et voilà, c'était mon cosmique pouvoir. Moi, avant de passer à l'écran, j'ai parlé de mes blocs logiques du primaire. Je peux pas passer à côté de mon cube Rubik du secondaire. Les casse-têtes en général, des casse-têtes géométriques, des formes qu'il faut que tu résoudes. Ben, c'est que du cube Rubik, il y en est découlé un paquet. J'ai pas retrouvé mon Alexander Star, là, mais c'était un paquet d'étoiles que tu tournais, là. Wow. Ah, c'était quelque chose. Mais le cube Rubik, là, quand on parle de perfection de la forme, là, toi, Joël, qui est machiniste en plus, là, me semble que c'est une perfection géométrique, cette affaire-là. Tout simple, hein? Oui. C'est devenu un jeu culte. Oui. Que je suis encore capable de faire aujourd'hui. Ouais. Mais je ferai pas de concours. Demandez-moi pas de faire ça en 4 secondes. 3.5, des yeux bandés avec une main dans le dos. Oubliez ça. Comment? Oubliez 3.5? Les yeux bandés avec une main dans le dos. Ben, t'es pas des concours. T'es même pas... Ils pensent même pas de t'inviter à 3.5. J'ai quelques titres à vous donner, répartis par différentes formes. Première forme, cercle, sphère ou encore rond. Il y a le bouclier de Capitaine America. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. J'avais même pas ça dans mes notes. C'est pas ça. Le monde à la caméra le verront pas, mais moi, j'ai eu les yeux vides à Sylvain. Ça reste un non, mais quand Marc a dit ça, j'ai dit je vais le pousser, on va faire exprès. mais oui, c'est vrai que la forme ronde du bouclier de Capitaine America, c'est important, là. Mais non, il y a le film Le Cercle. Oui. Ouais. Okay. Ouais. Et dans mon introduction, quand je disais qu'une des formes pouvait annoncer ta mort, c'était le cercle en question. Dans le film Premier Contact, il y a le langage circulaire des extraterrestres. Premier Contact, c'est avec Jodie Foster? Oui, mais c'est Denis Villeneuve qui l'avait réalisé. Pas Jodie Foster, c'est Moore. Non. Julianne Moore. OK, non, c'est Contact qui est avec Jodie Foster. Ouais, ça, c'est basé sur le roman de Carl Sagan. Il y a beaucoup de formes géométriques aussi dans le roman de Carl Sagan. C'est lui où on a pogné une pneumonie avec Martin. Oui, exact. En parlant dehors. De comprendre toute la patente. Avec 40 minutes dehors du cinéma à se faire neiger dessus, puis on a pogné tous les trois une pneumonie. Il faut dire que c'est quand même assez questionnant comme film. Ben, c'est ce qui l'a mené à Blade Runner, à Dune et à James Bond. Oui, parce qu'il a prouvé qu'il était capable de faire des films de science-fiction. C'est parce que c'est un excellent film de science-fiction. Oui. Puis, c'était solide. C'était solide, oui. C'était une belle soirée, ça. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a l'œil de Hal. Ben oui. Et je pense que c'est pas tout sphérique dans le film. Là. Tout est
tout l'univers de Kubrick est basé sur des formes géométriques. Mais son nom. Écoute, un peu comme... Même son nom. C'est un peu comme la ligne claire. Tu sais, la ligne claire, c'est pas réellement une sphère géométrique, mais c'est pas une forme géométrique, mais c'est une forme de perfection géométrique. Hergé l'avait. Kubrick, dans le cinéma, c'est la même chose. Tout est parfait, tout est tout le temps aligné, il n'y a jamais d'aspérité. C'est très liché. Ouais, tout son univers est basé là-dessus. Ouais. Tout est parfait. 2001, tu le regardes, c'est parfait. Les maquettes sont parfaites, le film est parfait, les sphères pour aller dans l'espace sont parfaits, les trous pour sortir, c'est des sphères parfaites. Le triangle pour rentrer le vaisseau, c'est un triangle parfait. Tout est parfait. Hey, tu me fais penser des vaisseaux sphériques. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est vraiment comme une sphère qui est juste... Ben, il y a la sphère de Borg. Probablement. Sinon, il y a la fameuse pointe de triangle de Star Wars. Là. Oui, ça peut... oui. Ça, c'est un classique. D'ailleurs, Star Wars, ce n'est que ça. Là. Les X-Wing, les Y-Wing, B-Wing, E-Wing. C'est des vaisseaux alphabétiques. C'est toutes des formes. L'étoile de la mort est assez sphérique aussi. Un peu. Dans les triangles, je me suis dit, tiens, je vais vous donner la liste complète des films et séries télé impliquant un triangle amoureux. Oh non! Non. Ou le triangle des Bermudes. Ben oui, mais le triangle des Bermudes, c'est le triangle où on peut disparaître. Ouais. Mais non, je suis pas embarqué dans les triangles amoureux, mais quand même, il y a un film qui s'appelle Triangle, qui date de 2009. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, mais le triangle symboliserait la boucle temporelle. Dans le projet Blair, le symbole de la sorcière est pas mal basé sur un triangle. Dans dans X-Files, il y a les triangles UFO. Oui. Déjà de base, le logo de X-Files. Des ovnis triangulaires. Oui. Ah oui. OK. Ils sont triangles ou ronds. Ils sont triangulaires avec une petite boule sur le dessus, là. Ah, T'en souviens pas? Ben, j'ai pas tant suivi X-Files. Puis il y a des ronds, il y a des soucoupes rondes aussi. OK, oui. Avec une petite boule sur le dessus. Ils voyagent beaucoup avec une petite boule, comme l'auto d'Homère, là. Tu sais, la petite boule. Oui. La Homère mobile. La Homère mobile, c'était pas très, très géométrique. Les carrés, les cubes. Ben, on a parlé d'Hellraiser tantôt, mais il y a aussi le film Cube. Oui, c'est excellent. Oui. Les suites sont moins bonnes. Ouais, mais le concept du premier, là, c'est le cube Rubik. Le dernier, par exemple, il était pas si pire. Mm-hmm. Si je me trompe pas, c'est le 3, je pense, mais il était pas si pire. Bon, il y a un jeu qui implique beaucoup de cubes. Tu vas peut-être en parler tantôt. Ou tu veux qu'on en parle tout de suite? Vas-y. Minecraft. Ben, je l'ai pas vu. OK. Puis tu sais quoi? Mais il y a un film aussi. C'est ça. C'est tout. Voilà. Et... Ah non, ce que j'ai su pour en parler, là, et ça fait partie maintenant des films qui ont floppé, à ce que j'en ai compris. Les adaptations de jeux vidéo qui ont floppé. Ils Je pense sont que pas nombreux. C'est pas pour notre génération non plus. Ouais, parce que c'est devenu culte pour bien du monde. Oui, mais moi, je te parle de gens qui ont joué à Minecraft. OK. Fait que, moi, j'ai vu le film avec mon garçon, j'ai adoré ça. Ah ouais? Okay. J'ai essayé de jouer au jeu avec mon garçon, j'ai rien compris. Bon, mais lui, il construit n'importe quoi avec ça. OK. Puis des vaisseaux, des espaces, des forts. Je comprends rien. Pas comment il fait. Transformer. Le cube comme artefact originel donnant vie aux machines. Oui, c'était... Comment il s'appelait? C'était le Spark. Le Spark. Allspark. OK. Et dans Inception, l'architecture cubique et les villes qui se replient sur elles-mêmes. Ouais, il y avait le Tesseract aussi, le Tesseract temporel. Ben, ça, on le voit aussi dans Doctor Strange. Oui, il y a le même principe. Ça, c'est dans Doctor Strange, là, question géométrie, là. En fait, toute la question de du fameux... on va dire pas un cyclone, mais comment on appelle ça, là, un rond... Une spirale. Cannelloni, là, c'est une... voyons, c'est fait en rond... en
En tout cas, bref. Un cylindre, là. Un cylindre. Mais... Bon, c'est scientifiquement prouvé que c'est la meilleure forme possible pour voyage dans l'espace à long terme, si on veut créer des... Parce que ça représente... Dans Dune aussi, c'est comme ça. Oui, la gravité naturelle pourrait se faire à l'intérieur de ça, mais on est dans l'art des chiffres. C'est des concepts qui ont été développés par Asimov, dans tout ça, là. Fait que on est loin de ça, là. Bon, je faisais une blague avec Capitaine America tantôt, mais pour ce qui est des losanges et de la forme du diamant, on ne peut passer à côté du logo de Superman. Ah oui. C'est un pentagone. Ouais, mais plus la forme d'un diamant. Oui, c'est vrai. Oui, la forme d'un diamant. Mm-hmm. Et bon, les diamants, ben là, je pourrais vous faire une longue liste de films où les diamants sont importants. Les hexagones, ça, je me rappelle pas, dans WandaVision, l'hexagone est une structure récurrente, barrière, transition, élément visuel. Ouais. Quand ils font les sorts, là? Ouais. Peut-être. Peut-être que c'est un hexagone. Vous avez vu la série Black Mirror dans... Bon, j'ai perdu mes notes. White Bear. Un petit peu. White Bear Nosedive. Bon, ça doit être le titre en anglais. Usage symbolique d'icônes hexagonales dans l'interface. Ah, oui, mais ça, c'est... je pense que c'est la dernière saison, si je me trompe Possible. pas. Puis, justement, c'est l'hexagone là, pour aller avec de l'informatique ou de la technologie, là, ça fit bien. Tu sais, c'est une forme qui fit bien parce que tu peux les emboîter un avec l'autre pour faire des formes plus complexes, puis ainsi de suite. Fait que c'est une des raisons pourquoi que ça va bien. Tu sais, bon, ça s'adapte bien. Là. L'octogone. Moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est les arts martiaux mixtes. Ouais. Tous les combats se font dans l'octogone. Et, justement, Daredevil sur Netflix, il y a quelques séquences qui donnent l'impression que ça se passe dans l'octogone du MMA. Ah ouais. Que ce soit Daredevil ou que ce soit le Punisher. Hein? Parce que il y a deux séquences dans les série de Daredevil sur Netflix, là. Il y a Daredevil qui se bat dans un corridor. Ouais. Ou en fait, non, il se bat pas dans le corridor. Mais la caméra est dans le corridor. Ouais, c'est ça. Fait qu'on voit toujours des gens voler d'une pièce à l'autre. Mais il se bat un peu dedans dans le corridor, mais sauf que... peu. Mais le Punisher, lui, il se bat dans le corridor. Ouais. La morale de cette histoire, c'est que si tu veux te battre avec ces gars-là, bats-toi pas dans un corridor. Non, dans une plaine. Non, absolument. Dans une plaine, ça ne savent pas quoi faire. C'est ça. Bon, le Pentagone. Bon, ben là. N'importe quel film patriotique. Là. Independence Day. C'est là. Jack Ryan. Capitaine America, le soldat de l'hiver. X-Files, il y a plusieurs épisodes qui traitent directement du Pentagone et de ses secrets. Donc ça, autant que pour les triangles amoureux, je pourrais avoir une liste très, très longue. Pour ce qui est des polygones, formes abstraites, là on a Doctor Strange. Oui. Là-dedans, on a un paquet. Interstellaire, la scène du Tesseract. Donnie Darko, le chemin liquide, les diagrammes du temps. Ouais. Oh oui. Ouais, j'ai de quoi là-dessus en passant. Les deux Tron. Ouais. Les trois. Oui, ben là, j'ai pas vu le troisième. Hein? Non, à date, j'ai pas vu le troisième. YouTube Music m'a poussé une toune du troisième, par exemple. Il y a beaucoup de formes géométriques dans Tron. Ouais. Ben, les disques qui ont changé dans le troisième. OK. Ben, l'univers numérique, c'est beaucoup géométrique aussi. Ouais. Si on pense au langage numérique, c'est un langage géométrique. Ouais. Fait que... Et je terminerai en dehors de l'écran par la création. Il y a plein de dessinateurs qui commencent par dessiner des cercles puis des carrés. Ben, je vais me servir de ça d'abord pour embarquer dans mon segment. Vas-y. Parce que d'ailleurs, on s'entend qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que si t'es bon en maths, en art, t'es de la merde. Je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Parce que majoritairement parlant, ça serait plutôt le contraire. Si t'es bon en maths, il y a des bonnes chances que si tu te donnes un petit peu de misère, que tu fais rien qui penser un peu, tu devrais être bon en art aussi. Parce que la perspective, c'est assez mathématique. Ben, pas rien que la perspective, tu dessines un visage. Et n'importe quel professeur d'art, s'il voit que t'as pas
la twist, il va te le montrer avec des formes géométriques, puis après ça, il va dire peaufine-les. Oh, ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que les jeux vidéo aussi ont fini par faire de quoi. On a commencé avec des pixels, puis là, on est rendu avec des pixels qui ont été polis, mettons. Ouais. Qui ont des polygones. Des polygones, mais je veux dire, on commence avec des pixels, puis après ça, les pixels, c'est un carré. Puis ce petit carré-là, c'est un bonhomme. Puis après ça, ce petit bonhomme-là, il a fait d'autres choses. Puis là, il est devenu un rectangle. Puis, mais juste la 3D de la Nintendo 64. La première balle là, qu'on a joué quand on jouait à Pong, là, c'était pas un rond. Hein. Non. C'était 2 rectangles, point barre. C'était une croix, dans le fond. Ça revenait à ça, là. Fait que, tu sais, c'est une balle, mais c'est une balle en polygone. Fait que, à partir de là, l'ordinateur, lui, il te faisait des polygones parce que c'est ce qu'il est capable de faire. Ensuite de ça, on a eu des polygones qui sont... des premiers polygones, je me souviens pas c'est avec quelle machine qu'ils ont commencé. C'est-tu Atari qui ont commencé à faire vraiment des polygones? Aucune idée. Parce que c'est quand que la 64 est sortie, la Nintendo 64, où on a commencé à avoir un Mario en polygone qui faisait on faisait du 3D avec ça, ou qu'on était rendu ailleurs. C'était à l'époque sur PC de Alone in the Dark. Et oui, exactement. Ça, c'était une révolution. Les monstres étaient assez triangulaires. Et, ouais. Parce que quand on a eu ça, à un moment donné, dans les arcades, bien avant ça, il y avait les jeux, exemple Star Wars, ou il y en avait un autre aussi, là, Run, je me souviens pas, le nom m'échappe, là, Canon quelque chose, là, où c'est que tu volais dans les airs, puis dans le même principe que Star Wars, où tu avais des formes géométriques, puis là, il fallait que tu suives ça, puis là, c'était comme des anneaux concentriques, puis là, plus que tu rentrais, là, des autres anneaux, tu les voyais plus loin, qui étaient plus petits un peu, fait que là, il fallait t'enligner ça là-dedans. Il y avait des jeux comme ça, mais il y avait des jeux comme Star Wars qui étaient on dirait en 3D. Ouais, mais on vient pas de ressortir la console Vectrex. Oui. Et le jeu Star Wars, c'était là-dessus. Exactement. Puis, au même titre que la Virtual Boy là, que tu nous parlais, je pense, au dernier podcast, qu'on en a parlé, puis elle se base là-dessus aussi, un peu comme technologie, mais on s'entend, là, c'est une coche en haut du Vectrex, mais c'est ça quand même. Oh oui. Tout ça pour dire que ces jeux-là se sont basés sur des formes géométriques très, très anguleuses. Puis là, on y va avec de quoi de plus sophistiqué, de plus liché, puis tout ça. Puis là, on est rendu avec, c'est des polygones quand même, mais avec des machines qui sont tellement capables de les blender, excusez-moi, de les amalgamer, on va dire ça comme ça, que on est rendu avec des graphiques qui sont juste incroyablement près de la réalité. Là. Tu souviens-tu du jeu de Tempest? Eh mon Dieu, oui, mais je cherche... les lignes vertes, là. Ouais. Puis le rond. Là, tu faisais tout. Puis il n'y a jamais personne dans le monde qui a compris comment jouer à Tempest. Mais ça, c'est le genre c'est le genre de jeu sur la Vectrex. Ouais, puis c'est toutes des formes géométriques. C'était des lignes, des ronds. Puis ça jouait sur la perspective. Ouais, mais il n'y a jamais personne qui est capable de dire comment jouer à Tempest aujourd'hui. J'en ai un autre jeu dans le même principe que ça, sur le nom m'échappe, là, où ce que tu fais, t'es un genre de scarabée, puis justement à cause de la perspective qui est créée à cause des formes des formes géométriques, t'as l'impression, à cause de la VR en plus que t'as d'en face, d'avoir une vitesse, là, ça n'a comme pas de sens, là, tu fonces vitesse grand V, puis là, faut que tu conduises de scarabée. En tout cas, bref, c'est un jeu vraiment le fun, mais puis là, c'est ça, le nom m'échappe, là, mais c'est pas Tempest, là, mais c'est un autre nom dans ce style-là. D'ailleurs, ce qui m'amène à genre de ça, c'est que ces polygones-là ont fait des jeux vidéo, ce qu'ils sont maintenant. Dans le fond, on les voit plus, ces polygones-là. Puis, tu sais, tu peux rejouer avec des vieux graphiques puis des affaires de même. Tu sais, il y a des fois pas des cheats, là, mais tu sais, des codes là, pour être capable de pouvoir changer, pour avoir les vieilles visions, mettons, tu sais, ton héros qui est en polygone, que c'est laid, là, mais tu sais, les vieux gamers vont le faire. Là, mais les premiers Tomb Raider. Eh mon Dieu, je voulais pas en parler, mais tu sais, je me dis, on va le dire, là, ces seins, c'était des triangles, là.
C'était des très gros triangles. Des pyramides. C'était des pyramides. Mais bon. Mais t'imagines-tu le nombre de personnes à l'époque qui ont dit « Wow, c'est sexy ». Ah oui? D'ailleurs, ça me fait penser à une nouvelle de Jonathan Reynolds qui s'appelait Rydia avec un L, qui était deux personnes, une qui faisait du cosplay d'un personnage de Final Fantasy, puis un autre qui était un fan de Final Fantasy, mais il faisait de la sculpture. Puis, bref, lui, ce qu'il aimait, c'était le modèle très pixelisé de Final Fantasy. Puis, il a recréé ce modèle-là, mais en vivant. Fait que... OK. Fait que t'imagines quelqu'un qui fait une Tomb Raider en vivante, là. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans un Comic-Con. Mais oui, c'est vrai, il y a des cosplayers qui vont vers là. C'est ça. Ouais. C'est correct. Je me dis un peu de carton dans le T-shirt, puis on est correct. Non, mais je veux dire, c'est quand même assez... du EVA foam. Tu veux faire un Mario en pixel, là? Oui. Hey, tel-toi, là. Fait que, mais ça se fait. OK. Parce que je fais y penser sur la Switch 2, là. On joue à Mario Kart, je ne sais pas du nom. Là, World. Hey, mon Dieu. C'est plus ce que c'était. Hein. Non. Mais ça, c'est la preuve de la puissance de l'imagination. Ouais. OK? On voyait ça vrai dans nos têtes. Même avec des pixels, là. Ouais, le premier Doom sur PC, on voyait des monstres. Ben oui. OK. Le premier Doom, puis c'était quoi l'autre aussi qu'il y avait... j'ai une Duke Nukem dans la tête, mais c'est pas ça, là, c'était Wolfenstein. Wolfenstein 3D. Ouais, Wolfenstein 3D, là, c'était la même affaire. Moi, j'ai joué à Rocky sur la ColecoVision contre Mr. T. Tu voyais-tu Mr. T? Je voyais Rocky, je voyais Mr. T. Hey, dans les débuts de Punch-Out, quand tu jouais à l'arcade, je ne dirais pas, le boxeur que tu joues, là. Little Joe. Ouais, c'est ça, Little Glass Joe. Non, c'est le premier ton personnage je pense. c'est ça, t'étais vert, puis t'étais encore... C'était tout décoré. Ouais, c'est vrai. C'était tout décoré, translucide vert. C'était tough. Ah oui, c'était tough. Fait que, on part de loin, là, pour arriver avec des graphiques comme ça. Souvent, ces jeux-là, tu dis, l'imagination faisait beaucoup. On avait un boîtier, une couverture avec une super de belle illustration. Puis c'était à partir de là que tu t'imaginais des trucs. Parce que si tu l'avais pas, cette image-là, tu parlais de Doom. Moi, j'ai jamais été capable de figurer c'était quoi les monstres dans Doom. Là. Pitfall. Mais... Pensé à Pitfall. Les jeux d'Atari, là, ils étaient pour ça. Là. Les couvertures étaient sublimes. Puis t'arrivais au jeu, puis tu faisais... Mais à l'époque, t'arrivais au jeu, puis c'était aussi sublime. Là. Oui. Mais aujourd'hui, tu regardes ça, puis tu te dis, what? Qu'est-ce que c'est ça? C'était n'importe quoi. C'est ça que j'ai dit, Pitfall. Quand t'as 8 ans, tu vois Pitfall, tu regardes la cassette, t'as ça que tu joues. Oui. La corde qui est même pas capable d'être une corde dorée, qui est en plusieurs sections. Là. C'était des petits points, quand tu commençais le jeu Pitfall, justement, t'avais l'image, l'illustration qui était comme très représentative, puis t'arrivais, il y avait comme un clash. Dans l'imagination du petit gars qui jouait à ça, c'était pas Non, mais ça reste que c'était challengeant. On jouait à Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais j'ai joué à Montezuma, comment de temps tu penses? Sur un 386, de quoi comme ça? J'ai joué longtemps et c'était de la pixel. C'était assez élevé. Si je change de registre puis que je lâche les jeux vidéo, si je vous dis tétraède, ben là, merci Joël. Si je vous dis tétraède, cube, décaède, dodécaède, octoède, puis c'est quoi l'autre? Lycozèdre. Ico. Anyway. Je voulais pas les dire. Hein? C'est des Transformers, ça? Oui. Non, c'est des Gremlins qui ont mangé après minuit. OK. Ouais. Non, les dés, si je vous dis plutôt des 4, des 6, des 10, des 12, des 8, des 20. On les lance pour influencer notre destinée. Exactement, tu en as parlé tantôt. Je veux dire, pour moi, ces dés-là, ça a comme plus de secret. De secret, ouais. C'est des dés qui font partie de mon quotidien. Ça fait partie de ma vie depuis
depuis que, je sais pas, je dois avoir 8 ans, je pense, le premier set de dés. Je pense que j'ai plus ça, ce set de dés-là. Je sais même pas de quoi il doit avoir l'air. Mais j'ai quelques-uns de mes vieux sets de dés qui doivent avoir plusieurs années, mettons. Mais sauf que pour un gamer, ben ces formes-là, tu n'as jamais assez, hein? Non. Hein, de toute façon, c'est... Non. Puis quand tu vas à quelque part, tu traînes toujours un set de dés. Dans le fond de ta poche. Ouais. Okay. On sait jamais. Puis, à part pour jouer, est-ce que vous en servez? Exemple, prendre des décisions dans votre quotidien? Pas dans mon quotidien, mais dans des grandeurs nature puis des affaires de même. OK. Tu t'en sers pour influencer la chance. Combien de chance que t'as? Bah, je dirais pas bien plus qu'une sur 20. Ah ouais, tiens. Des 20. Ah. Puis un faible pourcentage de chance, OK, puis tu l'évalues à combien? Ben 12%. Parfait, 12 en bas, dans le point. Tu sais, tu tires un dessin. Tu sais, ça arrive, là. Okay. Mais tu fais des mathématiques pendant que tu joues. Parce que ça, c'est de la statistique. Non. Quand que je fais des mathématiques, moi, dans ma tête, je m'amuse pas. Mais c'est pour dire à quel point que les mathématiques sont omniprésentes dans nos vies quand même. C'est le langage universel. Si tu as joué à Donjons et Dragons 2e édition avec le taco, tu te rends compte que si t'as pas tes maths fortes, tu joues pas à Donjons et Dragons. Ça prend une base en trigonométrie. En trigonométrie... Ah non. Rien que calculer en matrice. Rien que t'acheter de l'équipement puis de faire la conversion des pièces, là. Là, tu dis, ça vaut-tu la peine d'acheter ce morceau-là, vu qu'il est plus 5? Ouais, mais c'est parce que t'as déjà une armure qui est déjà l'équivalent de ça, mais elle est plus 2 la tienne. T'es obligé de faire ton budget en plus de ça. Oui, pièces de cuivre, pièces de platine, pièces d'argent, pièces d'or. Non, Joël, t'es pas prête. Mais je disais ça parce que moi, je vois ça de plus en plus sur des chaînes YouTube, des gens qui vont se faire comme... des feuilles de contraintes ou des feuilles de choix dans le but de créer un truc. Fait que, exemple, j'en suis un qui s'appelle Goblin. Je pourrais pas vous dire son nom de mémoire, mais bref, lui, ce qu'il fait, c'est... il fait un défi au mois d'octobre. C'est le Gobtober, un truc comme ça, pour dessiner des gobelins à tous les mois d'octobre. Puis il faut aussi des dungeon maps, des cartes. Puis il se fait une feuille, puis, mettons, il dit, OK, ça va être tel type de pièce avec tel type de personnage, puis il met des options pour chaque, puis ils disent, OK, bon, ben, je vais brasser un D6 pour décider de telle chose, je vais brasser un D20 pour décider de telle chose. Des rencontres aléatoires. C'est ça. Puis, je suis une fille aussi, elle, c'est Catmoth Crow, qui fait des zines de la même façon. Fait qu'elle brasse un D6 pour dire, est-ce que ça va être un zine personnel, un zine poésie, un zine ça. Puis, elle a 20 catégories, fait qu'elle brasse un D20 pour savoir c'est quoi la thématique. Ça, honnêtement, si tu veux jouer avec le destin, tu fais ça. Si tu veux, puis tu sais, des fois, tu as l'inspiration pour faire tel truc, mais non, c'est pas de même que je vais le faire. Je vais le faire aléatoirement. Fait que si tu veux laisser aller ton côté aléatoire, puis être obligé d'y aller avec quelque chose que tu n'avais pas prévu, c'est là que tu fais ça. C'est que ça te permet de travailler ta créativité puis d'aller dans des sentiers que tu n'aurais pas empruntés autrement. J'aurais pas dit mieux. Puis en plus de ça, de ton côté, ben, étant écrivaine, mais étant créatrice, tu sais très bien qu'à un moment donné, comme bien d'autres artistes, syndrome de la page blanche ou du pinceau, pas de peinture, ou whatever, comment t'appelles ça, ben, ça frappe tout le monde. Puis ça, ben, c'est une façon de te garder, je dirais... pas rafraîchi, mais c'est une façon de pouvoir garder ton esprit tout le temps alerte, tout le temps affût de... Il peut arriver d'autres choses. Oui. Fait que, tu sais, tu deviens plus alerte, t'essayes de penser, justement, ça te fait penser en dehors de la boîte. Fait que le fameux cube, là, que t'es pogné dedans, puis tes idées sont entre 4 murs, ben là, tu sors de là. Parce que c'est sortir de ta zone de confort, il n'y a rien de mieux pour pouvoir déranger un peu, de te sortir de tes pantoufles, déranger un peu ton esprit, faire en sorte que tu vas être capable de pouvoir performer beaucoup plus. Pour un artiste, je dirais pas que c'est la meilleure façon de t'en sortir ça, mais obliger ta création à de l'aléatoire, pas obliger ta création, mais t'obliger toi à de l'aléatoire pour créer, ça, c'est quelque chose d'autre. Puis ça prend du monde qui ont des couilles un peu, parce que sortir de ces pantoufles-là, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais c'est surtout qu'on a
probablement tous tendance à tomber dans des patterns. Ben, exactement. De là, des pantoufles, comme je te disais. C'est ça. C'est carrément ça. Là. Puis, tu sais, Joël, elle pourrait nous en parler puis faire un podcast à elle tout seul là-dessus, à savoir que... Les pantoufles. Ouais, non, mais ça, c'est non, tu vas réfléchir dans ta chambre. Là. Non, mais c'est vrai, là, tu sais comment est-ce que c'est important de pas faire ça, là, au même titre que quelqu'un d'autre qui va faire non, moi je peinture rien d'une telle façon, puis je peinture rien d'une telle sorte d'affaires. C'est extrêmement contraignant, puis ça devient limitatif à la fin. Là. Ouais, mais moi je suis bon là-dedans, fait que je suis rien bon dans cette affaire-là. Tu deviendras jamais bon, justement. Être bon, c'est pas ça. C'est pas être spécialisé dans quelque chose. Non, puis c'est le meilleur moyen pour avoir la page blanche, c'est de se restreindre à une seule façon de faire. Vrai. Parce que le jour que cette façon de faire-là ne fonctionne plus pour toi, t'es bloqué. C'est ça. Là, je sais pas si j'ouvre une porte, là, mais je vais poser la question quand même, parce qu'on parle des dés. Est-ce qu'ils ont tous une fonction particulière ou c'est le maître de jeu qui décide? Ben, normalement, ça dépend du système de jeu, là, bien entendu. Là. Mais c'est décidé qu'un dé 20, ça sert à... Non, ben, il va servir à un paquet d'affaires que tu as besoin d'un résultat sur 20. Okay. Par contre, la majorité mettons, on parle de Donjon Dragon, là, ça va servir pour des jets de skill, des jets de caractéristiques, pour des jets d'habilité, ça va servir à ça. Donc, 20, c'est une réussite totale, puis un 1, c'est ce qu'on appelle un firm. De là à ce qu'on voit aussi sur les gilets de geek, tu vois, ça va être marqué « J'avais une bonne idée », puis là, tu vois un D20 avec un 1 dessus, puis là, ben, ça marque « Mais le jeu en a décidé autrement » ou « Badon, mais finalement, on fera pas ça ». Tu sais, ou c'est une affaire dans ce style-là, où tu vas avoir un D20, puis tu sais, la personne va dire, tu sais, ou avec un paquet de D6, puis il va dire, je t'ai pas demandé quelle grandeur était la pièce, je t'ai dit que je lançais Fireball, tu sais. Mais c'est le D20 sert à ça. Le D4, bien souvent, ça va être pour des trucs qui sont plus faibles. Tu sais, ça va être pour des dés que tu as besoin de moins d'amplitude, on va dire. Le D6, c'est lui qui est comme omniprésent. Oui. Dans Star Wars Saga, tu sais, le système Saga, Marc pourrait nous en parler pendant des jours, mais ce système-là est monté seulement sur des D6. C'est un système de jeu qui est très simplifié, on va le dire comme ça. Oui. Très simplifié pour jouer à Star Wars. Puis c'est juste avec des plus puis des moins sur tes dés. That's it, that's all. Puis tu lances tant de nombre de D6 pour de ce que c'est que t'as 3 en je sais pas, moi, en pilote. Ben, que tu réussis, il te demande de faire un jet pour tenir ton vaisseau, tu sais, faire une manœuvre avec ton vaisseau. Il va te demander un jet de pilote, ben, tu as 3D, plus il va te donner une difficulté ou il va te donner des plus ou des moins. Fait que tu lances tes 3D, faut que tu pognes un score. Fait que c'est pas bien dur. Et de là encore, on fait encore des maths. Bien entendu, les gamers font beaucoup de maths. Oui. Ouais. Ça travaille le calcul mental. Un peu, ouais. Mais c'est ça. Fait que si on y va avec le D100, ben le D100 ou le D10, les D10 sont souvent reliés avec des armes, mais qui sont quand même assez puissantes. D12, c'est le top que j'ai vu pas mal dans des armes. Ben souvent, si t'as des 12, moi j'aime mieux prendre 3. J'aime mieux avoir un arme qui va faire des genre 3D6 plutôt qu'un D12. 3D6, ça veut dire que tu vas monter jusqu'à 18, mais ton plus bas, c'est 3. Tu pars de 3. C'est ça. Fait que, mais bon, bref, on tombera pas là-dedans, là. Mais, c'est pour un calcul de pourcentage, dans Call of Cthulhu, le D10, les 2 D10, c'est gain de ça que tu as besoin. Les vieux systèmes, on parle là, de Call of Cthulhu, je parle pas de Trade of Cthulhu, puis ainsi de suite. Sinon, ben, tu sais, les D8, tout ça, ben, ça va être souvent sur la guérison. C'est vrai que ça va servir souvent là-dessus. Il y a des D6 aussi dans Cthulhu pour les dégâts. Ouais. Mais on s'en sert jamais. On s'entend-tu que les combats, c'est rare que tu vas faire. Oui, non, mais ça arrive là, que tu pognes ben, ça arrive que tu pognes des cultistes, des affaires de même, mais ça dégénère assez vite, bien souvent, que tu sacs ton camp. OK. Oui, la fuite dans Cthulhu, c'est souvent la meilleure idée. Ou tu tombes d'une place, là, tu manges des dégâts, là, mais c'est bien rare, tu lances un D6, là. Non. Tu t'amuses pas à lancer des Fuyez. Ouais, c'est ça. Fait que oui, ça a selon le système de jeu, ça a pas des consonances différentes, mais des applications différentes. OK. Fait, mais honnête, là,
Donjons et Dragons, là, se sert de toutes ces dés-là, puis il s'en sert bien. Puis c'est selon les sorts que tu vas lancer, bien souvent, le maître de jeu aussi va s'en servir, lui, de ces dés-là, parce que pour lancer aléatoirement, c'est des trésors qui vont pogner, puis où il va arriver plein de trucs. Il y a même des objets magiques, faut que tu te gardes un dé de pourcentage ou des dés pour savoir qu'est-ce que tu viens. Le jeu de cartes magnifique. Tu lances un dé, puis savoir laquelle carte que tu viens de sortir. Puis elle va se transformer ou elle va faire quelque chose. T'sais. C'est un artefact qui sert à rien. C'est une baguette magique qui a 99 pouvoirs dessus. À chaque fois que tu l'utilises, tu lances un dé pourcentage. Écoute, je l'ai utilisé peut-être une vingtaine de fois. J'ai rien sorti de bon dans cette baguette-là. Des fleurs au bout, des bulles, la mousse. Que des niaiseries. Mais cool. Mais c'est tellement niaiseux. Mais on a eu du fun. Ça nous est déjà arrivé de sortir. C'est divertissant. Tu sais, t'es en plein combat contre un monstre que tu es en train de te faire torcher. Puis là, tu dis, man, tu viens de me transformer en lapin. Ouais, je suis désolé. Là. Tu sors de la mousse avec ta baguette. Tu fais comme, t'as peu, là. Moi, je viens comme perdre une action. Là. Puis là, tu te dis, peux-tu glisser sans la mousse? Là, tu essaies d'influencer le maître. Là, là t'es le maître, Francis, te regarde et il dit non. C'est des trucs comme ça qui arrivent. Sinon, la chance des fois. Là. Ouais. Si on reste dans Donjons Dragons, on parlait d'anneau tantôt. Sigil. Ouais. Sigil, qui est une ville merveilleuse, qui est faite dans un anneau. Justement, on vit à l'intérieur de l'anneau qui est monté, dans le fond, qui tient en apesanteur dans un... C'est pas dans l'espace, c'est pas ça. C'est dans un univers il y a un plan, ouais, dans un plan, mais on appelle ça, il y a la Needle Tower ou l'aiguille, dans le fond, qui passe à travers de cette... c'est dans le fond, vous voyez ça comme un beigne, pas un beigne, mais un anneau carrément, mais un anneau bombé. Fait qu'on vit dans le dedans de l'anneau. Comment? Un tore. Un tore? Mm-hmm. Bon, vous voyez ça comme un tore. Dans le fond, on vit dans le dedans qui est plat, même qu'il y a des rebords un peu. Et l'extérieur qui de Sigil, c'est un méga prison. Mais dans le fond, puis ça, c'est géré par du monde qui vivent là. Mais dans le fond, il y a un lien qui est avec ça, on la voit pas physiquement, mais il y a un lien qui est comme une aiguille, c'est comme une montagne, c'est comme une aiguille qui passe bord en bord de ça. Et ce lien-là, c'est que, dans le fond, c'est pour représenter que Sigil est atteignable par tous les plans. Fait que si on joue dans le fond à Donjons Dragons, si ton maître de jeu décide d'embarquer des plans là-dedans, je dirais pas qu'il y a intérêt mais s'il connaît Planescape, tu vas avoir du gros plaisir parce que lui va se servir de ça. Fait qu'à partir de là, ben c'est une belle représentation des plans. Je veux pas tomber là-dedans, dans comment expliquer ça, les plans, tout ça, parce que je l'ai fait avec un de mes personnages pour expliquer à des joueurs, pas des joueurs, mais à d'autres personnages. Mon personnage qui explique à d'autres personnages comment les plans marchent, là. Et ça a été laborieux, là. Mais tu sais, c'est parce que Planescape, c'est un de mes mondes favoris, fait que j'ai tombé dans une explication qui était exhaustive. Bref, fait que Sigil est comme on parlait tantôt, c'est un rond, c'est un anneau, c'est juste c'est le seul monde de Donjons et Dragons qui est bâti comme ça. Sinon, ben, si on parle de grandeur nature, on parlait tantôt de Numérobis. Si vous voulez trouver de quoi de drôle ou avoir vraiment une autre vision de l'affaire, si vous arrivez à mettre les pieds sur le duché de Bicoline, vous allez dans le coin des ingénieurs. Il n'y a pas une bâtisse qui est droite. Okay. Ils sont bâtis intentionnellement toutes croches. Il y en a que c'est des bateaux qui ont été revirés à l'envers. Ils ont été montés. C'est pas des vrais bateaux, là, mais qui ont été montés comme un bateau qui a été défait pour être monté à l'envers. Les bâtisses sont comme c'est comme une page d'Astérix.
Tu sais, avec les murs qui partent, mettons, le bas de ton mur, tu sais, le carré de ta maison, il fait 20 par 20, mais le haut du carré avant de pogner le toit, ben, ça fait 25 par 25, là. Tu sais, puis même pas 25 par 25 égal, là. Tu sais, c'est un mur plus haut que l'autre, puis ta toiture, elle va arriver là-dessus. C'est du sur-mesure, mais c'est du bonbon pour les yeux, là. C'est juste magique. Puis la gang qui sont là, ils s'appellent les ingénieurs. Tu sais, nous autres, on arrive là-bas, là, notre gang là, des vignerons, quand on arrive là-bas, ben, on est tout le temps super bien accueillis, mais on a tellement des amis, des bons amis là-bas. Fait que quand on veut emmener quelqu'un là-bas, hey, on va aller faire un tour. Hey, allez faire un tour à telle place. Prends telle manette, bouge telle manette, tu vas voir, ça va bouger. Ils ont vraiment des mécanismes à faire dans le même là-dedans. C'est fou, là. Fait que, sérieusement, question ingénierie, tu sais, c'est quelqu'un justement qui a embarqué là-dedans puis qui a fait, OK, je vais vous les faire, les maisons, je vais vous monter tout ça. Parce qu'il faut que ça tienne quand même. Ouais, mais c'est du très solide en plus. Fait que, puis il n'y a pas rien que ça, il y a les fenêtres qui sont montées de tout croche, puis qui ressortent par dehors, puis tu sais, ça fait comme, mais voyons donc, c'est ça. Il y a du calcul là-dedans. C'est du monde qui ont du talent et des angles là, qui ont comme pas de sens. Puis l'autre pièce qui vient à l'autre bout, là, elle rentre là, elle s'emboîte merveilleusement bien. Tu sais, je me dis quelque part, là, tabarouette, OK, enlève le toit, je vais voir le dessus de la cabane de quoi qu'il a l'air. Non, fais pas ça. C'est le toit qui tient tout. Peut-être, mais je ne sais pas. Il y a un ordre à travers ce chaos. Tout à fait. Mais pour vrai, là, j'imagine que ça se peut pas qu'il n'y ait pas de photos de ça. Moi, j'en ai, me semble, sur mon cellulaire, mais ça se peut pas qu'il n'y ait pas de photos de ça, mais parce que c'est juste magique, là, ce coin-là. Faudrait que j'aille vous sortir ça sur YouTube, là, ou faites une recherche là-dessus. L'ingénieur Bicoline. Je peux pas créer avec un N. Oui. Pas un ingénieur, c'est un nain. C'est un ingénieur. C'est ça, un ingénieur. Okay, c'est ça. Les ingénieurs. En gros, c'est ça. Tu sais, si je suis un peu comme tout le monde, je peux me garrocher, là, mais on va finir le podcast dans 3 semaines. C'est ça. Non. Il y a Noël entre-temps. Oui. Noël. Comment? Il y a des formes géométriques partout. Oui. Vous allez ressortir d'ici, vous allez en voir partout. Vous allez dire, oh non, il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a partout. Oh non. On fait nos samalumes. Oui. Imaginatrix. Oui, ben, ça m'allume, c'est de enfin pouvoir vous retrouver. L'automne a été très difficile. Je sais pas, je suis rendue à combien d'heures d'événements cette année. Quand j'ai checké, c'était avant les événements d'octobre, puis j'étais rendue à plus que ce que j'avais fait l'année passée. Pourtant, j'ai lancé un livre l'année passée, pas cette année. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai eu de la misère à dire non, je pense. Fait que j'étais très fatiguée. Puis j'étais correcte. T'as-tu aimé ça? Oui, c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais le plaisir n'empêche pas la fatigue. C'est ce qui arrive. Puis j'étais correcte, mais je m'étais juste pas gardé de réserve en cas d'imprévu et il y a eu des imprévus. Fait que bref, ce soir, je suis vraiment contente d'être assis avec vous, de vous retrouver enfin, de prendre ça plus relax. Puis sinon, mon autre ça m'allume, c'est par rapport à ce qui se passe présentement dans le milieu littéraire au Québec. Par rapport à la IA, au Salon du livre de Montréal, il y a eu un mouvement de contestation contre les œuvres littéraires qui sont faites, qui sont créées à partir de la IA, autant pour le texte que pour les illustrations. Puis, j'étais vraiment contente que la bulle la pète parce que... C'est un abcès, hein? Que l'abcès pète parce que je l'ai vu dans les salons du livre précédents, les illustrations générées par de la IA sont vraiment rendues beaucoup présentes dans les salons du livre. J'ai même vu un livre dont les illustrations à l'intérieur étaient entièrement faites avec de la IA. C'est dommage. Moi, le livre, il m'intéressait au départ, mais quand tu vois qu'ils n'ont pas été foutus de payer un artiste pour... Ce qui arrive aussi, c'est que les gens ne savent pas quand un livre est illustré à l'intérieur, pas juste la couverture, c'est 50-50 les droits d'auteur. Ils sont splittés à part égale entre l'illustrateur puis l'auteur parce que techniquement, on prend pour acquis qu'ils ont tous les deux travaillé très fort là-dessus. Fait que des fois, il y a des auteurs qui vont se dire, ben moi, je skip, je garde
tout mon droit d'auteur, puis je le fais moi-même. Ouais, je le fais moi-même, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'étais quand même contente que l'abcès y crève au Salon du livre de Montréal parce que ça l'a engendré un mouvement. Et puis là, ça faisait longtemps qu'on souhaitait que les maisons d'édition se prononcent sur la chose, prennent prennent position. Ils ont pris position. Prennent position sur la chose. Fait que là, il y a un mouvement qui s'est mis en place. Puis, les maisons d'édition ont commencé individuellement à prendre position par rapport à ça pour dire non, nous, on va continuer à faire avec des créateurs qui sont humains, qui font du travail qui est vraiment fait à partir de eux. Fait que ça met des bases qu'on avait besoin dans le milieu pour protéger nos métiers, pour protéger le métier des illustrateurs en premier, mais des auteurs ensuite, parce que les illustrateurs sont les premiers à avoir mangé la claque par rapport à ça, parce que c'est hyper facile de faire des illustrations. Écrire un livre avec de la IA puis essayer d'en faire quelque chose de bon, c'est encore un peu plus complexe, mais ça s'en vient. Puis il y a déjà des gens qui le font. Là. C'est juste sur Amazon KDP. Tu vois des auteurs qui sont capables de publier des livres à l'infini quasiment, puis à un point tel qu'Amazon a été obligé de mettre une restriction sur la quantité de livres que tu pouvais publier dans une année, parce que sinon c'était à l'infini. Des livres de coloriage aussi sur Amazon, là, ça pullule là, toutes des illustrations qui sont faites avec de l'IA. Fait que moi, ça fait longtemps aussi que je veux prendre position par rapport à ça publiquement. Cet automne, j'ai comme juste pas eu le temps de faire ça, mais moi, personnellement, en tant que consommatrice de culture, d'art, ça m'intéresse juste pas de consommer un truc qui n'a pas été fait par un humain. Fait que bref, je suis contente de voir que le milieu s'est mobilisé puis que les maisons d'édition ont emboîté le pas. Je me dis au moins, on en parle finalement, c'est plus un tabou. Là. C'était de quoi qu'on n'osait pas parler parce qu'on savait pas qui était pour ou contre, puis on voulait pas faire de trucs, mais là au moins là, ça a éclaté, puis je suis contente de ça. Fait que c'est ça pour mes samalumes. OK. Paperman. Moi, j'en ai deux. J'ai le nouveau livre d'Oxy Cthulhu qui vient d'arriver, c'est le tome 4. Alors, ça va être ma lecture de Noël. Je savais pas qu'il y avait un tome 4. J'ai hâte qu'il arrive en... Avec la belle tranche dorée. Ouais, la belle tranche dorée. J'ai hâte qu'il arrive sur Div. J'adore ça. Lovecraft, il a vraiment une bonne plume pour rendre hommage à Sherlock Holmes. L'as-tu commencé? Non, j'ai juste de l'avoir. Il est neuf. Il sent encore le neuf, d'ailleurs. Puis, je trouve ça un peu... Je sais pas où ça se passe par rapport au 3, parce que le 3, il finissait, puis Sherlock était quand même assez... il était magané. Parce qu'il s'était battu contre Toulouse. Il avait quasiment plus de puissance. Il était sur le bord de la mort. Ouais, Nirliatotep puis Toulouse s'est battu ensemble. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Ouais, j'ai vraiment hâte. Ça se passe avant, après, préquel, comme Sylvain me dit. Ah oui, j'aime ça, moi. Puis mon deuxième samalume, c'est Bienvenue à Derry sur Crave, qui va terminer dimanche. Si vous voulez avoir une masterclass de comment écrire une série télé, écoutez ça. Je veux dire, ce n'est que du bonbon de A à Z. C'est extraordinairement bien écrit, très touchant. C'est joué de façon à la perfection. Tu l'as écouté le dernier? J'ai tout écouté, les épisodes. Je vais être à jour. J'écoute ça avec ma fille de 13 ans. Puis le dernier épisode, il y a de quoi, mais de dramatique. Puis ma fille, elle pleurait. Puis là, moi, je te plains. Moi, ça fait que tu pleures pas, t'as pas de cœur, pis tout. C'est pas que j'ai fait semblant de pas pleurer. J'ai pas dit, là, mais j'ai dit, tu sais, moi, je connais Stephen King, fait que ça me touche moins un peu. D'ailleurs, Stephen King, qui est dithyrambique envers cette série-là, il adore ça, il trouve ça magique. Ça rajoute une couche sur la mythologie de ça. Mm-hmm. Le roman était très bon, hein, et ça reste encore un de ses meilleurs. Puis c'est super bien écrit. Vraiment, c'est épeurant, là. Oh, les tabarnaches, là. C'est violent. C'est gore, c'est violent, puis c'est épeurant, là. Écoute, à chaque épisode, tu fais comme, là, mais tabarnache, comment je vais faire pour dormir? Hein? Puis j'ai une petite anecdote là-dessus, parce qu'on sait qu'il y a eu une téléfilm ou une télésérie avec Tim Curry à l'époque, des années 90. Oui, la première adaptation de ça. Qui jouait par ça. Deux façons de faire différentes.
à l'époque, Tim Curry, quand il a filmé ça, il n'y avait aucun contact avec les enfants parce qu'il voulait pas les voir, il voulait garder l'horreur réelle. Donc, quand il tournait ces scènes, les enfants le voyaient pas, le savaient pas. Donc, c'était vraiment de l'horreur réelle. Après, il était bien fin avec eux autres. Puis c'était une façon de faire. Bill Skarsgård, je sais pas comment il se prononce, en tout cas, mais lui, c'est tout à fait le contraire. Il arrive là, il fait vraiment le clown avec les enfants, il leur parle, et puis tout ça. Puis là, il tourne leur scène après ça, puis là, il leur fait peur, comme si c'est pas possible. Puis après la scène, là, tu sais, t'es-tu correct? Puis tu sais, c'est deux façons de faire différentes, complètement. Puis ça change rien parce que l'horreur est pareille dans les yeux. Fait que moi, j'en viens avec la conclusion que les jeunes enfants, c'est des acteurs extraordinaires parce qu'ils ont cette innocence-là de croire en tout. Puis dans cette série-là, comme dans Stranger Things, entre autres, d'ailleurs, la nouvelle saison de Stranger Things, là, c'est de la bombe. Là. Moi, j'ai tellement hâte à la suite. Moi aussi, là. Mais Colin, je dois le dire, c'est la meilleure série là, qu'on a là, à la télé. Là. Bienvenue to Derry, là, c'est extraordinairement bien fait. Ouais. Moi, c'est rien que l'intro. Ah, l'intro, il y a tellement d'indices là-dedans. Là. L'intro, il y a beaucoup d'indices. La musique, ce qu'ils disent dans la musique, là. Oh mon Dieu. Puis, ma fille qui a 13 ans, triple là-dessus. Alors, on va avoir les romans à Noël, là. On va pas le dire trop fort. Elle adore ça. Puis là, je me disais, tabarouette, ça a été écrit des années 90. Pas sûr qu'il a écrit ça pour les enfants de 13 ans. Mais, tu sais, cette mythologie-là de King, puis elle commence à comprendre aussi le concept de son horreur. Parce que souvent, elle dit, papa, ils sont donc même pas fins, ce monde-là. Puis comment ça fait qu'ils font ça aux gens de couleur, puis tout. Puis j'ai dit, tu commences à comprendre c'est quoi la vraie horreur de Stephen King. Il dit, c'est l'horreur des gens. Exactement. J'ai dit, le monstre, c'est un prétexte. C'est un levier narratif pour amener l'histoire. Mais les vrais monstres, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est tout le monde. C'est l'humanité. C'est ça dans Walking Dead aussi. Exactement. Fait que voilà, c'est une grande histoire, puis les gens qui font ça en arrière de ça connaissent vraiment leur Stephen King. Ouais, non, Ils sont craqués mental. C'est vraiment... J'adore. C'était un gros samalume moi aussi. Mais vous savez comment moi j'ai peur, fait que je peux vous jurer qu'il y a des épisodes là où j'ai très très mal dormi. Ouais, je pensais te le dire, une chance que Mathieu est là. Ben, le premier épisode, entre autres, là, où ce que tout le monde meurt, là. Ouais. Tu sais, la première gang de enfants que tu t'attaches, là, puis là, tu te dis, ça va être intéressant. Puis à la fin de l'épisode, ils sont tous morts, bordel de Dieu. Tu te dis, pardon, non, ça se peut pas. Puis t'es comme sur le cul, puis c'est vraiment épeurant. Puis là, Sophie, elle me dit, là, oublie pas, là, faut que t'ailles sortir le recyclage, là. Ça me tente pas de sortir dehors, là. Non. Non, faut que tu y ailles parce que là, shit. J'ai dit, vas-y, non, vas-y. Hey, dehors, t'as que les lumières allumées partout, la lampe de poche. Je suis mal en maudit. Mais c'est ça. Moi, ça me fait beaucoup d'effet, les films d'horreur. Je suis content, c'est une belle série, puis je suis content d'écouter ça avec ma fille, de faire découvrir ça. J'irai l'écouter avec toi, puis j'irai sortir tes vidanges. Ouais, exact. Puis là, elle va tomber dans la littérature, fait qu'elle va pouvoir aussi comprendre c'est quoi l'écriture de Stephen King. Fait que... Je sais que c'est un préquel, mais est-ce que on doit connaître le reste? Non, du tout. Okay. Non, mais ça va te donner le goût après, par exemple. Oh mon Dieu. C'est comme je dis, ça rajoute à la mythologie. OK. Fait que t'es pas obligé d'avoir connu les deux autres films. C'est indépendant. Puis je sais que la deuxième saison, ça va se passer en 1908. La troisième en 1930, je crois, parce que c'est des époques. Là, à chaque fois qu'il se réveille, là, à tous les 27 ans, là, il fait le bordel. Là. C'est ça. Puis quand il retourne en hibernation, là, il se passe toujours un drame immense. Là. Parce que tout le monde crève, comme il y en a un qui dit à un moment donné, dans le dernier épisode, qui dit bon, moi je vais attendre que dans 27 ans, je vais attendre, là, je vais vous voir toute votre gang dans 27 ans. Exact. Moi, écoutez vos bouchettes dans 27 ans. C'est ça. Ouais, sauf que là, il est réveillé. s'est endormi, mais il s'est réveillé parce qu'encore une fois, les hommes, encore une fois, dans leurs de grandes intelligences, ont dit « Hey, on est plus hot que nous autres. » Puis c'est vraiment bien fait. On va aller déterrer la tombe de Jason. C'est exactement ça, tu sais. Je veux dire, tu sais, il y a un meme qui passe récemment sur ces réseaux sociaux, là, ce que tu as dit. Voici une super belle maison. Il y a eu 12 meurtres dans cette maison-là. Viens, chérie, on emménage. Non, c'est comme non, tu sais. Je veux dire, fuyez, bordel de Dieu. Mais c'est de la bonne télé. Honnêtement, c'est de la très, très bonne télé. Il y a même des petites références à Mathurin à l'intérieur. Ben moi, j'adore. Quelques trucs de la tortue, tout ça. Il y a un paquet de trucs que je pogne. Il y a beaucoup de...
spoilers, là, d'Easter egg dedans. Mhm. Ce que tu te dis, ça, c'est la mère de lui, puis là, c'est la mère de Richie, puis là, c'est la mère de ci, puis là, tu sais, c'est tout relié, là. Mhm. C'est complexe pour les amateurs. Puis Surtout que quand tu dis ça sert à rien d'avoir écouté, mettons ça, puis ça 2, ça te donne rien de les avoir écoutés, sauf que si t'as écouté les dernières versions, tu sais, les t'as des liens. Puis là, tu vas faire des liens, puis là, tu vas faire comme, OK, quand il arrive pour aller rencontrer, puis c'est ta madame-là qui est comme bizarre, ben, OK, ça sort de là. Mais il y a que le personnage de Shining qui est à l'intérieur, là. Ouais. Fait que ça, mais tu le sais pas, ça t'enlève rien. OK. Je veux dire, tu peux l'écouter, puis tu te dis, moi, j'ai jamais vu Shining, j'ai jamais vu les films. Ça t'enlève rien à l'histoire. Je veux dire, que tu saches que c'est le même personnage dans Shining, parce que tu as lu le livre ou tu as vu le film, mais ça tu dis, OK, c'est rien que du bonus. Okay. C'est pas nécessaire, seulement que du bonus. Exact. Mhm. Ouais. Mais écoutez ça vaut la peine. OK. C'est une bonne série d'horreur pendant le temps des fêtes. Là. Oui, c'est totalement à propos. Oui. Avec un clown. Non, mais honnête, là, il est épeurant en clown. Là. Mm-hmm. Il est épeurant dans tout ce qu'il prend, là, parce qu'il prend n'importe quelle forme en clown. Là, il est particulièrement c'est ça. dégueulasse. C'est ça. C'est que j'ai clown. Moi et tout. Préparons-nous à clown niveau 2. Hey, non. Je vais être malade. Vous allez aimer ça. Oui, c'est ça. Ben moi, j'en ai 2. Le premier, c'est le prochain projet ou un des prochains projets de Scarlett Johansson, L'Exorciste de Mike Flanagan. Oh! On a appris qu'elle ferait partie de la distribution. Mike Flanagan, on parlait de Stephen King, c'est le réalisateur de Dr. Sleep. Oui. Entre autres. La suite de Shining. On dit de lui que c'est le nouveau maître de l'horreur. En tout cas, tant qu'à moi, peuvent pas faire pire que le dernier. Eh mon Dieu. Donc, c'est ça là qu'on a... On est allé voir au cinéma tous les trois ensemble. Ouais. On est sortis de là et on s'est dit... On voit, si on le voit dans le bac à 5$, on le laisse là. Oui, c'est ça. Ma blonde l'a regardé. Et puis? Elle a trouvé ça correct. Ben, c'est ça. C'est correct sans plus. Là. Mais elle n'a pas payé pour. Ouais. Il était gratis à la TV. Et aussi, la bande-annonce de Supergirl qui est sortie cette semaine. Hey, J'ai envie d'aller voir ça. T'as-tu vu le beau? Vite. Vite, hein? Il passe très, très vite. Mais j'espère juste qu'elle sera Supergirl plus longtemps que dans la bande-annonce. Oui, parce que dans la bande-annonce, elle est Supergirl à la fin. C'est ça. Que ce soit pas, là... Elle devient Supergirl à la fin. Ouais, puis c'est... Parce que ça commence, ce qui est comme... je veux rien savoir, je me saoule la gueule. Là, tout ce que Sylvain aime, là, des super-héros qui veulent pas être des super-héros. Là. Oh, comme on a aimé Logan, là. C'est donc bien dur pis plate d'avoir des super-pouvoirs. Ouais, mais en fait, moi, ce que je crains le plus, c'est encore le cliché, c'est pas le costume qui fait l'héros, là, ou l'héroïne dans ce cas-ci, là, que là, finalement, là, son costume, il faut qu'elle le mérite. Ça, je suis un peu tanné, là. Mais c'est quand même le gars qui a fait Les Gardiens de la Galaxie. Il a le don pour faire... Et la bande dessinée sur laquelle c'est basé, qui est Supergirl, Woman of Tomorrow, a été quand même pas mal bien critiquée, là. Et on est censé comprendre pourquoi elle est comme ça. En tout cas, ça... OK, puis on va-tu comprendre pourquoi que Crypto, il était avec Superman dans l'autre? Puis qu'elle vient le chercher. Ouais, je ne sais pas. Parce que ce film-là, il va-tu se passer avant ou après? Ben, je sais Superman? Pas. Je sais pas. Parce que s'il se passe avant, Superman vient chercher Crypto à la fin. Ouais. Puis aussi, il se passe pendant Superman? Moi, je comprends plus rien. C'est une boucle temporelle. Le dernier Superman? J'en ai dormi un méchant. OK, mais c'est parce qu'à la fin... Ouais, elle vient chercher, elle saoule, elle vient chercher le chien. C'est ça. Moi, j'ai compris qu'elle était partie en voyage, elle allait se saouler, elle a laissé son chien Superman. Ce que on peut en comprendre un peu, là. Mais peut-être que le chien est une boucle temporelle. Hey, c'est Superman, là. S'entend-tu, là? Mais Superman a la boîte magique. C'est vrai. Puis il est capable de remonter dans le temps quand il tourne autour de la planète pour faire reculer la planète. S'il est fâché, il tourne la planète à l'envers. Ça, c'était épique. Trip d'acide, là.
On a l'intention de faire... Ah, ben Red, oui, vas-y avec... c'est vrai, pour parler du prochain épisode, je ferai ça tantôt, là. Je vais faire ça vite. De mon côté, je suis dans une grosse phase Pottermore à la maison. Je me suis même acheté ma première baguette en fin de semaine. Mon très, 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 très gros ça m'allume, c'est que dans le fond, j'ai rencontré... on était 35 dans un dîner à Drummondville la semaine passée, pas jeudi, mais en fait la semaine passée, mais dimanche passé. On s'est ramassé 30, il me semble que c'est 35, mais on va être 75 pour le voyage que je m'en vais à Universal Studios à la fin du mois de janvier. D'ailleurs, je vous ferai après ça topo ou quelque chose comme ça après. Mais ce qui est génial, c'est que j'avais hâte à ce voyage-là, mais là, j'ai fucking hâte. Parce que j'ai rencontré beaucoup de monde là-bas. Je me suis assis avec... on est allé à la boutique, qui est une boutique de Harry Potter à côté, les animaux fantastiques, puis ainsi de suite, qui est Sorcière et Magie, sur la rue Saint-Joseph à Drummondville. C'est vraiment pas loin de la 20 en plus. Puis elle est là, ça vaut vraiment la peine. Le dedans de la boutique est vivant. C'est pas dur, là, la boutique est vivante. C'est des crinqués de Harry Potter qui sont instigateurs de ça, et ça paraît, c'est eux autres aussi qui ont monté le voyage. En tout cas, bref, je vais pas m'envoyer là-dedans, là, mais allez à cette boutique-là, vous allez capoter. Et oui, ils ont des baguettes Ollivander, oui, ils ont un paquet de trucs comme ça, mais ils ont décidé de déjouer un peu le fait que, tu sais, parce qu'ils peuvent pas tout le temps être là ou, tu sais, tout gérer. Fait que, ils ont fait des baguettes qui sont comme celles que j'ai là, présentement. J'en ai une, moi, qui est, tu sais, on la voit là. C'est la baguette, mais qui est une réplique des baguettes, et elle n'est pas en bois, elle est en résine, je me trompe pas. Mais, bref, elle était quand même assez pesante, tout ça. Mais, ils ont fait le concept ils l'ont emballé dans un papier noir, un papier craft noir, et tu en choisis une dans un lot. Puis, personne te dit c'est quoi. Fait que tu peux... Tu sais, c'est la baguette qui te choisit, entre guillemets. Mm-hmm. C'est drôle parce que Professeur Rogue, Snape, qui est un de mes personnages préférés dans Harry Potter, qui est, à mon avis, le meilleur mange-mort que dans Harry Potter il peut avoir, parce que selon moi, c'est un des plus intelligents en plus. Mais en tout cas, ça reste à moi, là. Puis finalement, c'est la première baguette que je pogne, c'est la sienne. Puis après avoir fait tous les tests de, tu sais, dans Pottermore, tout ça, là, tu sais, voir c'est quoi ça devrait être ta baguette à toi, puis ton école, tout ça. Je me ramasserais avec une baguette. Comme les tests du magazine Cool. Ouais. Ben oui, mais c'est con, mais j'ai fait mes affaires, puis mon patronus... Joël en a fait des tests comme ça. Des tests de personnalité. Ouais, mais c'est drôle, mais c'est parce que mon test, dans le fond, même pour le patronus, tu sais, la biche, là, c'est quelque chose d'assez inoffensif, là. Puis, tu sais, Professeur Rogue, dans le fond, ça se trouve être une biche, son patronus. Et moi, c'est un... Je manquais de dire un colibri, c'est pas ça pantoute, ça, c'est ma fille. Moi, c'est une libellule. OK. Mais en tout cas, ça représente d'autres choses, une libellule, mais bon, mais moi, c'est ça. Mais quand t'arrives pour la sorte de bois, la sorte de cœur, de faire de même, ça fit avec ça. Fait que c'est juste drôle, là, parce qu'on en parlait avec du monde là-bas, mais ce qui est hot, c'est que arrivé à cette boutique-là, je savais qu'on s'en allait là pour dîner, pas dîner à la boutique, mais on allait dîner dans un resto, mais on est allé une petite gang avant. Puis là, ben, je me suis mis à jaser avec du monde là-bas. Puis finalement, on s'est assis toute la gang à la même table, mais il y a plusieurs tables. Puis ça a accroché. Tu sais, j'ai hâte de prendre l'avion puis de me ramasser là-bas avec eux autres. Mais tu sais, les 7 filles qui étaient assises avec moi sur une table de 8, non, il y avait 6 filles parce qu'il y avait un gars qui ne pourra pas venir, malheureusement. Je me serais bien adonné avec, j'aurais vraiment du fun avec. Mais finalement, ben, les 6 filles qui étaient là, ils ont fait comme, mais pourquoi tu prends pas l'avion, nous autres, à Montréal? Ça me tente en maudit, mais plutôt, on va se voir là-bas, là. Puis, mais tu sais, j'ai vraiment eu du fun avec tout le monde qui était là-bas. Fait que même si je connais pas personne là-dedans, j'ai vraiment hâte d'être là en plus avec eux autres. Je sais que je vais avoir un fun noir. Puis en plus, il y en a une qui est allée dire
Hey, n'as-tu que ça y tente le mardi, là? J'ai regardé ça un peu dans notre horaire. C'est une journée assez tranquille, puis il n'y a pas rien de spécial, tout ça. N'as-tu que ça leur tente d'aller à Disney? Elle dit, moi, ça dit, je vais aller voir toutes les affaires de Star Wars. Elle dit, puis je ne remonterai pas trop souvent, moi, là, ici, là. Tu sais, là-bas, fait qu'elle dit, faites-en ce que vous voulez, mais moi, j'y vais. Fait que là, j'ai levé la main, là. Fait qu'elle dit, ben, ça coûte comme une affaire d'un 200$. Je m'entorche. Rendu là-bas, je vais y aller avec toi. Elle dit, OK, elle dit, on pourrait partager le Uber. Oui. Oui, je vais y aller avec toi, ça c'est clair. Fait qu'une journée à travers de ça, que ce qui s'est rajouté, ben pas qui s'est rajouté, mais qu'on va switcher, puis qu'on s'en va à Disney probablement pour aller voir tout ce qu'il y a de stock de Star Wars. Puis on va, c'est comme j'ai dit, s'il fait beau un peu, on va rester jusqu'à temps que ça ferme. C'est pour que ça goûte, là. Qu'on ait du fun. Fait que là, après la baguette, c'est le sable laser. Des chances. Mais je dis pas non, mais je dis pas oui. Mais ça de côté, je me suis fait un achat que j'avais même parlé à Joël pendant l'été. Je me suis acheté des écouteurs, des Avies, des H1H. C'est juste mon gars. Des gens qui veulent écouter, qui veulent avoir des bons écouteurs pour écouter du métal. C'est une bombe. C'est vraiment fait pour ça. Là, je les ai sur les oreilles, mais pour faire un podcast, je pense que les tiens... C'est juste de la voix. Ouais, mais je pense que les tiens sont meilleurs que les miens pour ça. Mais je sais que Rode aussi en font des solides pour du métal aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Mais les Metalheads, là, ça vaut la peine, ces écouteurs-là. Maintenant, l'autre affaire, puis là, ça me fait rire, Marc, que tu nous parles du livre de Sherlock Holmes. Je viens d'en starter un sur Audible qui s'appelle Sherlock Holmes versus Cthulhu. Et c'est les dimensions mortelles. Qui vient, ben ça fait pas longtemps. Moi, je viens de le découvrir là-dessus. Puis là, je suis en train de commencer le tome 1. Puis j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Mais ça n'a pas rapport avec les dossiers Cthulhu. C'est une autre histoire. Mais on dirait ça a été écrit par la même personne. De la manière que c'est raconté. J'adore ça. L'essence qu'on va chercher de Sherlock Holmes là, dans les dossiers Cthulhu, c'est la même essence du même Sherlock Holmes. J'ai l'impression que c'est le même Sherlock Holmes dans l'autre. Fait que j'adore vraiment. Là, je suis même pas dépaysé des autres romans. Tu me dirais que c'est dans la même gamme de romans, je dirais oui, ça se peut bien. Mais là, c'est pour ça que là, c'est... Excuse-moi du terme, mais c'est pour ça que là, je suis fourré là, à voir ce que tu viens de nous sortir là, au bord de la table. Je me dis quelque part, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis fait que ça veut dire que probablement que l'autre va sortir bientôt. Puis, c'est ça. Parce que là, je suis rendu au bout un peu de mes romans de Warhammer. Là. J'attends d'autres. J'attends pour en avoir d'autres. Puis, Tu peux même te raser avec la tranche, parce que tu le vois. C'est doré. OK. Fait que ça fait le tour. On espère faire un épisode de Noël. Mais comme d'habitude, on ne sait pas de quoi on va parler. J'ai peut-être une petite idée. Ouais. Qui est thématique Noël, mais pas nécessairement. OK. Moi, je me suis dit, on pourrait peut-être parler des bucket lists. Parce que, tu sais, dans le temps de Noël, on se fait tout le temps une bucket list. Il y a tout le temps le film qu'on veut écouter, le livre qu'on veut lire, on veut faire telle chose. Ouais, mais il y a aussi les résolutions. Oui. Ça fait quand même temps des fêtes. Résolution, bucket list. Plan du temps des fêtes. Ouais, non, mais bucket list, c'est projet, c'est les affaires qu'on veut faire, mais qu'on met tout le temps. Là. Ouais. Mais si on y va avec nos plans festifs... On peut inclure ça là-dedans aussi. Ouais, notre bucket list. Ouais, notre Noël geek. On va faire un melting pot avec tout ça. Ouais, bucket list, ça pourrait être mais ça va être certainement à saveur de Noël pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes. Ouais. Probablement des suggestions cadeaux à travers de ça. Pourquoi pas? Mais ça, c'est ta bucket list. Hey, hein? On est vendu. Attends un peu. Pendant qu'on est là. Tantôt, on a jasé de la symbolique. C'est ça, hein? Fait que ça, il faut mettre ça dans les listes. Symbolisme. Le symbolisme. Le symbolisme. Oui, ben c'est parce que j'en parle là. Excusez les auditeurs, là, j'en parle là parce qu'on va le parler. Non, ça va être... c'était quoi le symbolisme. Non, mais ton autre thème là, qu'on sort... La numérologie? Non, les inversions temporelles. Les inversions temporelles. On va le faire un jour. On va faire un épisode. Ouais, mais on l'a peut-être déjà fait.
Peut-être, puis il va apparaître bientôt. 210. On l'a peut-être déjà fait, mais on s'en rappelle pas. C'est En ça. fait, ça va être un numéro, pour le moment, ça va être le 212. Les inversions temporelles. Parce que Bon, tu me comprends tellement. 212 des deux bords, ça Voilà. fait 212. Exact. Mais c'est peut-être Crypto qui nous l'a caché. Ah, peut-être. Parce qu'on va arrêter là, parce que Ah, là, ouais. on est en train de Ouais. disjoncter. ben Absolument. Là, on est en train de tourner en rond. OK. C'est à cause de ça. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur notre site Internet, sur YouTube, sur les différentes plateformes de streaming. On se retrouvera à l'épisode 206. Bye bye.